Donc, on l'a vu lors du mot d'introduction, les enjeux de l'industrie textile sont très importants et la réponse doit être collective. Donc, il faut une réflexion partagée en collaboration entre la recherche, l'académie et les industriels, que ce soit les grands groupes, mais aussi les petites et moyennes entreprises, ainsi que les startups. Nous allons retracer maintenant, dans quelques minutes, un peu la charte Bali, de Bali 1, on a nommé ça jusqu'à Bali 3. Vous l'aurez compris, on est à la 3e édition de la charte Bali, qui démarre après-demain, à partir du 1er juillet pour un cycle de 3 ans. Mais c'est un projet industriel qui a commencé en 2017. Et on va vous raconter un peu quelles ont été les origines, les enjeux, pourquoi on a créé cette chaire, pourquoi l'ESTIA, une école d'ingénieurs, porte une chaire industrielle autour du textile et comment on a réussi à travailler ensemble. Nous allons voir ça tous les 4 ce matin. Donc la chaire Bali est un programme d'enseignement et de recherche appliqué pour trouver des solutions innovantes entre l'académie, la recherche et l'industrie aux enjeux de la mode pour aller vers une industrie de la mode et du textile plus locale, plus responsable, plus circulaire et plus transparente. Je vais passer la parole à mon collègue Jean-Émile Legardeur qui va revenir sur les origines de la chaire, donc cette création en 2017. Cette chaire est aussi les fruits de notre collaboration avec le monde de l'entreprise qui fait partie aussi de l'ADN de l'ESTIA. Donc Jean-Émile, tu peux nous en dire un peu plus ? Alors oui, mais je vais parler sous l'autorité de Chloé, qui était l'ancienne coordinatrice de la chaire Bali. Donc vous avez Valentina, la nouvelle coordinatrice, et Chloé, moi je suis au milieu. Et donc moi je ne m'occupe que des aspects scientifiques. Et c'est à moi qu'on me demande de retrouver l'histoire de tout ça. Alors effectivement, déjà je ne me rappelais plus la date, mais c'est 2017. Alors heureusement, on a eu une frise qui a été éditée par Martha, designeuse, stagiaire, qui nous a fait une petite frise rapide pour vous rappeler les grands temps forts. Je vais essayer de rattraper un peu le temps perdu, parce qu'on avait pris beaucoup de temps au café, pour essayer de rattraper le timing, et surtout pour qu'on puisse rentrer après dans le détail des axes forts. Alors on a commencé en 2017, donc effectivement une chaire c'est de l'enseignement, de la recherche, et on se donne 3 ans. J'ai envie de dire, Bali 1 c'est 2017, en 3 ans on a pris à peu près la moitié du temps pour trouver le nom de la chaire, donc voilà, on a trouvé Bali. Alors ne vous moquez pas, parce que ça pouvait être Oldara, je crois, à un moment on avait parlé, et ça finit par Bali, alors j'en crois qu'on va en Indonésie, mais non, c'est Biarritz Active Lifestyle Industry. Alors les temps forts de Bali 1, j'ai envie de dire, on s'est retrouvé avec des entreprises, avec une école d'ingénieurs face au textile. On s'est déjà posé la question comment on allait tous travailler ensemble. Et ça a été d'abord, j'ai envie de dire, un think tank, d'abord un échange où on a énormément échangé sur les disruptions qui allaient venir à la fois d'usage et technologique dans le secteur de la mode. On a eu des temps forts, il y en a certains qui me sont revenus quand je savais que j'allais devoir représenter les temps forts de Bali 1. On a fait des workshops notamment avec des anciens diplômés de l'ESTIA dans le secteur textile et on a essayé de penser quels seront les nouveaux métiers de demain qui allaient apparaître. Vous savez tous maintenant, il y a des Fab Lab managers, il y a des responsables de hacker tous les systèmes. C'est des métiers qui n'existaient pas avant et on s'est dit mais il y aura sûrement des nouveaux métiers. Et à l'époque, on a dit qu'il y aura peut-être des chefs de la circularité dans le secteur textile. Donc en 2017, on avait déjà anticipé ce genre de choses. Alors j'ai peut-être un petit zoom quand même, parce que sur au moins les axes de réflexion, je ne vais pas tout rentrer dans le détail, vous refaire Bali 1, 2017-2020. On avait déjà identifié des axes forts et vous voyez, il y avait, par rapport à la thématique numérique, on avait parlé de digitalisation. Alors, en plus, on s'était loupé à l'époque. Vous savez qu'il ne faut pas dire digitalisation, mais numérisation. Digit, c'est en anglais le doigt, donc ça n'a rien à voir avec le numérique, finalement. C'est un anglicisme qu'on utilise, mais parlez plutôt de numérisation. Mais à l'époque, déjà, je me tourne vers les membres fondateurs, on avait parlé de digitalisation de la matière. On se posait la question de comment on allait digitaliser tout ça. Et puis, il y avait un axe déjà qui était sur la RSE de la mode. Très vite, on s'est orienté vers cette notion de durabilité, de développement durable. Donc voilà pour résumer Bali 1. Ensuite, donc c'était un think tank. Bali 2, ça a été le temps, vraiment, 2020-2023, de l'expérimentation. Alors, notamment, les grandes, j'ai envie de dire, pour résumer, les grandes expérimentations qu'on a lancées, c'est les 4 thèses qui ont été lancées. Je ne vais pas les dévoiler puisqu'on va en discuter après, on va essayer de vous montrer exactement ce qu'on a fait, mais également 4 groupes de travail qui ont été lancés à chaque fois par nos marques et partenaires fondateurs de la chaire, qui ont lancé ces groupes de travail sur la traçabilité, sur la circularité, sur la collecte des vêtements en fin de vie, et le 4e, la production à la demande. Donc voilà un petit peu les grands temps forts de Bali 2,
qui nous amène aujourd'hui. Et on a prévu de vous faire un petit témoignage, un peu des grands temps forts de ce qu'on a fait. Et on va pouvoir, comme tu l'as dit, après-demain, lancer Bali 3 et on vous dévoilera un peu la feuille de route. Je termine quand même sur un gros livrable de la chaire Bali, on l'a dit, c'est le CETIA. Vous allez avoir la chance pour certains de le visiter. Alors, quand je dis la chance, c'est que je suis directeur scientifique, je n'ai pas encore mis les pieds au CETIA. Pour vous dire que vous avez vraiment de la chance, vous allez voir le CETIA avant moi. Donc ça fait, j'espère. Mais je n'ai pas réservé ma place dans le bus. Et je crois que le directeur de l'ESTIA a eu juste la chance d'y aller hier. Donc il a un jour d'avance sur vous. Donc c'est vraiment une avant-première. Donc voilà, je n'en dis pas plus. Mais voilà un petit peu les grands temps forts rapides de Bali 1 à Bali 2. Et puis on parlera de Bali 3 après, c'est ça? Voilà, merci Jérémy. Moi j'ai déjà visité les CETIA. Voilà. Et non, merci Jérémy. Donc vous l'avez vu, on a eu dans cette première phase entre 2017 et 2020, on a appelé ça la phase de la réflexion. On a passé dans Bali 2 2020-2023 dans la phase d'expérimentation. Et on a fait des tests, on a fait des POC, mais comme Jérémy l'a annoncé, on a quand même créé une plateforme de R&D qui est les CETIA. Donc on a ici Pascal Denisard qui prendra la parole plus tard, mais qui a été à l'initiative avec l'ESTIA pour la création de cette plateforme de R&D que maintenant Chloé va nous présenter. Alors, je ne vais pas trop en dire, parce que vous allez venir cet après-midi. Je vais déjà revenir un peu sur la genèse, effectivement, balien. Quand on a démarré pour l'ESTIA, c'était le textile, c'était un monde inconnu. On est, Patchi l'a rappelé, une école ingénieur généraliste. C'est un sujet qu'on ne connaissait pas du tout, mais sur lequel on avait envie d'aller, poussé par le CETI, poussé par l'entreprise Electra, et puis ceux qui nous ont rejoints après. On avait très envie d'apporter de l'innovation, de la technologie à ce secteur industriel qui était en train de commencer sa transformation et qui allait se transformer très très vite par rapport à d'autres secteurs. On fabriquait un vêtement de la même façon en 2017 qu'on le fabriquait il y a très longtemps, donc on avait besoin d'amener de l'innovation. Par contre, on ne savait pas trop comment faire. Donc avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, on a lancé une étude où on a consulté à peu près 80 entreprises régionales, mais également nationales, et on leur a demandé quels étaient leurs besoins, est-ce qu'elles identifiaient des points bloquants, des choses manquantes sur lesquelles éventuellement la technologie pouvait les aider. Et alors on est à ce moment-là en début 2019, et c'est le terme de développement durable à l'époque qui revient, et 100% des entreprises, ce qui est extrêmement rare quand on fait une enquête, 100% des entreprises plaçaient le développement durable comme quelque chose d'inconnu, mais qui pourtant pour lequel elles se sentaient un peu, il fallait que ce soit prioritaire, ne savaient pas comment l'attraper et avaient besoin d'être accompagnées. Donc là, le CETI a réagi très vite à cette annonce, puisqu'il était, lui, déjà engagé sur des process de recyclage avec une ligne qui permettait de faire avec des t-shirts. Au début, c'était des t-shirts en coton uniquement. Il arrivait à refaire un fil de coton suffisamment intéressant pour pouvoir être réutilisé dans l'entreprise de la mode et du textile. C'est quelque chose qu'il a développé avec le groupe Heidikies et la marque Okaidi. Donc le CETI, à ce moment-là, dit si l'industrie textile vraiment met en axe prioritaire le développement durable, eh bien, il faut qu'on aille encore plus loin sur les opérations de recyclage qu'il était en train de mener. Et pour pouvoir aller plus loin et refaire de plus en plus de fils dits recyclés, il y avait un maillon faible qui était identifié, qui était ce qu'on appelle la préparation à la matière. C'est-à-dire que pour pouvoir recycler un vêtement, il faut en extraire au maximum son étoffe, il faut en extraire les différentes matières. Et quand on récupère des vêtements en fin de vie, on récupère un vêtement sur lequel il y a des boutons, il y a des zips, il y a des étiquettes, il y a plusieurs matières, il y a des couches, il y a des doublures, il y a du rembourrage. Et donc comment on peut mettre au point des technologies qui peuvent nous permettre de passer d'un produit fini à de la matière prête à être recyclée. Donc c'est un peu ce qu'on a mis sur la table en 2019 grâce à l'étude de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce qui a vraiment permis d'accélérer, c'est que il fallait après, on peut avoir l'ambition qu'on veut, il faut des moyens financiers pour faire l'ambition, et puis il faut surtout des acteurs qui viennent aussi travailler, lancer des programmes d'innovation avec nous. Et ce qui a permis d'aller très vite sur le CETIA, c'est que la région Nouvelle-Aquitaine nous a dit si vous écrivez un plan d'acquisition d'équipements qui vous paraissent pertinents, et le CETI avait déjà travaillé sur ce sujet-là, donc on a pu aller très vite. Si vous obtenez des soutiens d'entreprises qui écrivent que véritablement elles ont besoin, eh ben on peut aller vite sur le dossier. Et donc on a obtenu 930 000 € d'aide financière de la région Nouvelle-Aquitaine dès 2019. Donc ce qui a permis en fait d'aller très vite, parce que quand après on disait on va faire le CETIA, on a 700 000 € pour les équipements, 230 000 € pour les premiers travaux, on gagne énormément en crédibilité. Et les gens se disent ça va forcément, c'est pas un projet de la chaire, c'est va forcément être une réalité dans les mois à venir. Donc ça nous a vraiment permis d'accélérer. Et après, fort de ça,
les entreprises qui étaient membres de la chaire, qui nous avaient rejoints, comme le groupe Eram, comme Decathlon, Petit Bateau, ont dit nous on sera les premiers clients du CETIA, alors on y va, on monte les premiers programmes, on sera les premiers clients. Donc on a commencé coucouné par Estia avec des premiers clients avant d'aller créer cette SAS CETIA qui est née d'un partenariat, d'un actionnariat entre l'Estia et le CETI en décembre 2021, donc pendant 2 ans, on a néanmoins travaillé. On a gardé notre trésor financier, les 700 000 € de la région, et ça y est qu'on vient de dépenser. Les équipements viennent d'arriver au mois de... On a, nous, emménagé dans un bâtiment en daille de 1200 m² en mai. Les équipements sont arrivés mai-juin, et si personne trop n'a vu la plateforme, c'est parce qu'il a fallu qu'on aille très très vite à tout mettre en place, parce qu'on avait cette échéance, on voulait absolument profiter de cette journée ANRT et Cher-Bali pour vous présenter le CETIA. C'est une contribution collective, ça fait depuis 2019 qu'on en parle dans le cadre de la chaire. Il était essentiel pour nous aujourd'hui de pouvoir vous y accueillir, donc on a travaillé d'arrache-pied. Je le dis, c'est super, je veux dire, c'est magnifique, c'est un très bel endroit, c'est un endroit d'innovation, c'est un endroit sur lequel il y a des équipements qui vont nous permettre de véritablement accélérer sur la filière de recyclage. C'est un bel endroit qui est mis à votre disposition pour aller faire de l'innovation, pour co-construire la filière de demain du recyclage. On est ravis de vous accueillir cet après-midi, et comme a dit Valentina, s'il y a des gens qui ne peuvent pas être là, ne vous inquiétez pas, le CETIA, ça ne fait que commencer, on vous accueillera très bientôt. En tout cas, merci pour ce livrable. Merci à tous d'avoir contribué à la création du CETIA. Et hier, la machine principale, quand ils ont appuyé sur le bouton, ne démarrait pas. Donc voilà, pour vous dire qu'on fait vraiment tout. Les équipes sont transcendées pour vous faire la visite, parce que vraiment on avance de phase. Voilà. Bon, c'est vraiment pas une blague. Voilà, merci Claude, je suis sûre que cet après-midi elle va démarrer. Enfin, on croise les doigts. Donc maintenant, les CETIA, du coup, livrables majeurs de Bali 2, est désormais membre de la chaire Bali 3, comme GBTEX qui nous accompagne ce matin également. Donc on l'a vu, on a passé de la réflexion au premier test, l'expérimentation, et maintenant on est prêt pour aller plus loin, on est prêt pour passer à la scalabilité de la circularité, c'est-à-dire faire de la circularité une réalité industrielle, et pour cela on a 3 ans devant nous. C'est ce qu'on a appelé, de façon pas très originale, Bali 3. Et non, Jérémy va nous présenter les axes. Non, mais voilà, rapidement, on était un think tank en Bali 1, on a été un think et expérimente tank, et puis là on veut vraiment démultiplier les expérimentations. On pense que quand on parlait de circularité, le message qu'on fait passer, c'est qu'on n'est pas des militants écologistes, faucheurs d'OGM. Quand on parle de circularité, on pense qu'il y a un véritable enjeu industriel. Il y a les entreprises qui ne se sont pas organisées pour récupérer leurs déchets et en transformer en matière première. Ce sera un avantage compétitif en moins si vous ne le faites pas. Pour le faire, ce n'est pas simple. C'est pas du jour au lendemain. Il faut s'organiser. Et donc, c'est pour ça qu'on veut démultiplier tous ces efforts-là. Donc, on a donné 3 axes de réflexion. Pour faire simple, on va s'intéresser au futur, de dire comment on peut créer des produits demain pour le futur dans le textile qui soient beaucoup plus circulaires. Mais on va aussi s'occuper du présent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire aussi de tous les textiles qui nous habillent à ce jour et qui nous ont habillés dans le passé, qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc voilà, c'est vraiment les 2 axes de réflexion, comment prévoir la génération d'après, mais aussi traiter le présent. Et la 3e axe qu'on s'est donné, c'est aussi comment médiatiser et faire comprendre cette notion de circularité, parce qu'on s'aperçoit que tout le monde dit tout et n'importe quoi là-dessus. Et comment on peut éduquer aussi la nouvelle génération, les jeunes étudiantes qu'on rencontre, qui sont pleins d'envie, mais pleins de paradoxes aussi, parce que vous avez vu, quand vous avez un magasin Shine qui ouvre, il y a la queue pour aller acheter ces saloperies. J'espère qu'il n'y a pas trop de représentants de Shine, mais en général, c'est assez limité sur un truc de circularité, on n'a un peu rien à foutre. Voilà, ça c'est dit. Donc voilà, forcément, il faut faire comprendre aux médias aussi, qui peuvent dire un peu tout et son contraire sur les ACV, sur le cycle de vie, qu'est-ce qui pèse, qu'est-ce qui impacte. Donc un des enjeux, on s'est dit, on va mettre de la science là-dedans, on va faire comprendre les enjeux de la circularité, et c'est un petit peu la feuille de route qu'on s'est donnée pour Bali 3, nettoyer le passé, prévoir le futur, et faire connaître, faire comprendre, et montrer aussi les marques qui s'engagent, celles qui le font vraiment, qui jouent le jeu, qui ne font pas du greenwashing en disant regardez notre dernière production. Voilà, on va essayer vraiment de travailler pendant 3 ans avec ces entreprises-là.
Donc, je profite pour remercier la confiance des marques qui renouvellent l'achat Bali. Vous les avez à l'écran. Donc, Bellara Numérique, merci Patrick et Panchika qui vont présenter tout à l'heure. On a Decathlon, merci Damien, Nicole, Groupe Eram et Gauthier et Isabelle qui sont là avec nous. Pierre de Rediv, ancien Patatam. Et on a également Petit Bateau qui renouvelle sa confiance. GBTEX, les nouveaux membres avec le CETIA et les soutiens de la région de Nouvelle-Aquitaine pour 3 ans des travaux à venir. Je voudrais maintenant vous présenter Paul-Antoine Bourgeois, du coup, co-gérant de la société GBTEX, qui pourra nous introduire déjà à ses activités pour que vous connaissiez ce qu'on fait chez GBTEX. D'habitude, les nouveaux membres, on les fait chanter ou danser. Mais comme Chloé, elle a échappé parce qu'elle était à la fois, donc voilà, on te dispense du chant. Enfin, on ne sait pas si elle a échappé, la journée vient de commencer. Je n'insiste pas. Juste pour faire une présentation rapide, bonjour à tous. Donc nous, on n'est pas ingénieurs, on est collecteur-trieur. GBTEX, c'est 2 sociétés, GBTEX Collect qui fait de la collecte et GBTEX Tri Normandie qui fait du tri. On n'est pas allé chercher les noms très loin, mais ça a le mérite d'être clair. La collecte, aujourd'hui, on collecte sur l'intégralité du territoire français. On a historiquement, on collecte avec les associations, les structures d'insertion locale. On leur fournit les moyens de collecter. Elles prélèvent les textiles dont elles ont besoin et on rachète le textile qui leur reste et dont elles ne savent pas quoi faire pour que nous, on puisse le trier. On commence à travailler directement avec les collectivités. Et on commence les premières collectes en magasin. On collecte à peu près 16 000 tonnes de textiles par an. Ce tri ainsi collecté se dirige vers les usines de tri, donc en priorité à Vernon, donc sur notre site, et dans les autres usines du groupe qui sont situées en Belgique et aux Pays-Bas. Si on fait un focus rapide sur le tri, pour parler un petit peu chiffres, pour vulgariser, mais aujourd'hui, c'est en gros 53% du textile va pouvoir être réutilisé, 47% recyclé. Les 53% de réutilisation représentent 97% de notre chiffre d'affaires. Donc forcément, quand on a 43% de notre tri qui représente 3% du chiffre d'affaires, il ne faut pas être mathématicien pour comprendre qu'on a un petit problème d'équilibrage de nos business models. On a 2 sujets. Le sujet à court terme, c'est sortir la réutilisation pour payer les salaires. Et le deuxième sujet, c'est pour ça qu'on est membre aujourd'hui de la chaire Bali, c'est trouver des solutions pour pérenniser le recyclage et trouver des solutions. Voilà, aujourd'hui on a rejoint la chaire Bali tout simplement, alors c'est assez nouveau, mais tous les échelons de la filière sont présents et tout le monde se parle. Donc c'est un vrai sujet. On n'est pas sur de l'information descendante avec des projets qui nous sont présentés et on dit voilà, il nous faut ça. Bah ouais, mais ça on ne sait pas trop faire. Aujourd'hui tout le monde se parle et on arrive à trouver des points communs et des fils rouges pour pouvoir avancer. Aujourd'hui on sait à peu près où on veut aller. Il nous manque aujourd'hui les briques techno et on se retourne forcément vers le CETI, vers l'Estia pour nous trouver les solutions qui vont bien. Aujourd'hui, je fais un retour rapide sur le groupe de travail Collect auquel on participait. Nous, on était là en tant que contributeur extérieur, on va dire ça comme ça. On avait été sur Bali 2, on avait été sollicité. Le but, c'était un peu de faire un état de l'art de la collecte qui existait déjà. Et surtout, on a beaucoup évoqué sur comment développer, structurer la collecte. C'est un petit peu... la collecte aujourd'hui est très localisée, chacun a un peu ses façons de faire, c'est comment réussir à structurer tout ça. Très vite, on a parlé tri, parce que la collecte a forcément... la façon de collecter a forcément un impact sur le tri. Chez GBTEX, nous on pense que on n'est pas tous d'accord sur ce sujet-là, mais chez GBTEX on pense que le meilleur moyen de collecter, c'est de développer une collecte tout venant. Il faut tout collecter. Aujourd'hui, on le voit sur le ratio réutilisation-collecte, on a un déséquilibrage, pour ne pas reciter la marque que tu viens de citer, mais elle arrive chez nous de plus en plus. Forcément, les gens achètent de plus en plus ces produits-là, donc ça arrive chez nous. Donc il faut vraiment qu'on trouve des solutions sur le recyclage. Donc il faut absolument tout collecter, c'est le sens de l'histoire. Enfin, en tout cas, c'est notre point de vue. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y
y a des vrais verrous à craquer sur la collecte, sur les méthodes de collecte innovantes. Comment associer de la collecte innovante avec de la collecte tout venant? Aujourd'hui, financièrement, c'est pas rentable, donc il y a des vrais sujets encore à travailler. Les attentes de GBTEX en tant que membre de la chaire Bali, elles sont très claires. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve une filière de recyclage européenne et qui soit structurante pour nos business models. Donc nous, on a des vraies attentes sur le sujet. Donc nous, notre moyen d'intervenir aujourd'hui, c'est de collaborer. Le sourcing, la matière, elle est chez nous. On collecte tout, donc on a tous les produits. Nous, il faut qu'on arrive à comprendre ce que les metteurs en marché ont besoin. Donc on a besoin de collaborer. Notre centre est ouvert aux metteurs en marché. On a déjà fait des tests avec certains metteurs en marché. Voilà, c'est comment réussir à sortir la matière et comprendre. Aujourd'hui, on va travailler, je suis peut-être avant sur Bali 3, mais on va travailler sur le process du tri du futur. Aujourd'hui, il y a des vrais sujets. Aujourd'hui, on est collecteur-trieur, il y a des recycleurs. Très vite, il va y avoir besoin je ne sais pas comment on les appellera, mais d'identificateurs, mais qui va faire quoi, etc. Voilà, il y a toute une chaîne de valeur à monter, et aujourd'hui, elle n'est pas encore prête. Donc, on va y travailler. Merci beaucoup, Paul-Antoine. Tu veux rajouter quelque chose? Voilà, bon, merci beaucoup. Maintenant, je pense que vous avez un aperçu des activités, des axes de travail de la chaire Bali. Et tu l'évoquais très bien, il y a encore des verrous technologiques à lever. Et nous, à la chaire Bali, on croit que l'une des façons de répondre à ces enjeux, c'est de faire travailler ensemble l'industrie et la recherche. C'est pour ça qu'on a décidé ce matin de vous présenter quelques travaux de la chaire Bali avec ces doctorantes qui seront accompagnées de leur tuteur d'entreprise, ainsi que Bichente, qui est ingénieur d'études à la chaire Bali et qui a développé la méthode en linéaire. Donc je vous invite à nous rejoindre. Voilà, on va inviter la moitié de l'amphi à nous rejoindre. Et donc, voilà, pendant qu'ils s'installent, j'aurai la lourde tâche d'animer les échanges questions-réponses. Donc, prenez place. Non, il n'y a pas d'ordre, vous mettez où vous voulez. J'essaierai de vous dire. Voilà, donc pendant que tout le monde s'installe, voilà, on voulait vous faire un petit témoignage. Donc on a invité un peu tous les représentants à la fois des thèses qui sont en cours avec les responsables dans les entreprises qui suivent les thèses et également un peu les travaux scientifiques qu'on a fait. On va vous faire un petit flash un peu de ce qu'on a fait. Clarisse l'a dit, le dispositif CIFRE est important. Il est important pour nous à l'Estia. Et j'ai envie de dire, il est même important pour moi à titre personnel parce que c'est vraiment un dispositif que j'utilise assez régulièrement pour mes thèses. Et juste pour vous dire comment on fait pour lancer une thèse CIFRE et comment on a négocié entre nous, c'était de dire que j'aime bien aimé le terme de biculturalité en fait. L'idée c'est de dire que voilà, un doctorant CIFRE, c'est pas quelqu'un qui fait que la recherche appliquée, qui va transférer, il va plutôt découvrir une vraie problématique d'abord industrielle. Donc c'est un peu la mission qu'on a donnée à chaque fois aux doctorants et doctorantes surtout en l'occurrence, c'est de dire voilà quelles sont les vraies problématiques industrielles. Donc pour ça, immiscez-vous dans les entreprises. Vous devez travailler au contact des entreprises, vraiment comprendre quelles sont et lever la tête du guidon au moment et de trouver les véritables problématiques industrielles. Quels sont les livrables qui pourraient être intéressants d'un point de vue industriel. Une fois qu'on a identifié ça, ce qu'on essaye de faire nous ensuite, d'un point de vue scientifique, c'est de voir quel peut être le livrable scientifique à partir des problèmes identifiés en entreprise. Et c'est là qu'on peut mettre de la science. On peut mettre de la science on peut compter des grenouilles et on peut voir comment vous imaginez le spécialiste du pangolin. Il doit y avoir une personne sur la planète qui est spécialiste du pangolin, tout le monde s'en foutait, jusqu'à il y a un an où tout le monde est venu l'interviewer pour savoir comment le pangolin se reproduisait, tout ça. On met la science sur tout, et ce qui est intéressant, c'est de dire, plutôt que de partir sur nos intuitions de chercheurs, allons d'abord voir quelles sont les problématiques industrielles, et ensuite allons voir comment on va tester une méthode, comment on va déployer une technologie, comment on va tester, mettre au point un nouveau passeport numérique produit. Et c'est là où c'est intéressant de partir d'abord de problématiques de terrain. Donc c'est comme ça qu'on travaille dans le cadre des thèses. Et on voulait vous faire un petit témoignage et vous dire voilà ce qu'on avait fait un peu pendant ces quelques années. Et alors il y a des thèses plus ou moins avancées. Alors je propose de commencer justement avec peut-être Panchika,
qui a été la première thèse de Bali, qui restera toujours à jamais la première thèse de Bali. Alors, vous allez, pour ceux qui ne sont pas du coin, hein, vous allez avoir pas mal de prénoms avec des X, donc ne soyez pas surpris. Voilà, le X se dit che. Après, quand vous repartez, vous oubliez parce qu'il n'y a qu'au Pays Basque où le X devient che. Donc, ne soyez pas surpris. On avait des Panchika, des Bichente, des Shimoun. J'en ai encore oublié un autre, mais voilà. Donc, Epachi, le directeur des CA. Bon, c'est pas le plus grave hein, si je l'ai oublié. Donc voilà, soyez pas surpris pour ceux qui viennent pas. Donc on va commencer avec Panchika qui a travaillé dans le début elle va nous rappeler son sujet de thèse, mais on parlait de traçabilité, de transparence, et vous allez voir qu'on va vite arriver à la notion de passeport numérique produit. Donc Panchika, juste, est-ce que tu peux nous faire le brief un peu de ta thèse, sur quel sujet tu as travaillé, un petit peu comment tu t'y es pris par rapport à ça, quoi. Oui, alors ça fait 3 ans que je travaille sur la thèse qui devrait aboutir pour une soutenance en octobre, si tout va bien. Et on fait le teaser, ce sera juste la veille normalement de la Biarritz Good Fashion. Donc si tout va bien, voilà, soutiendra juste la veille. Voilà, donc comme l'a dit Jérémy, donc ma thèse traite de la traçabilité et de la transparence dans l'industrie textile et également du passeport numérique des produits, qui va être un dispositif qui devrait être mis en place dans les prochaines années. Et tout ceci vient d'un constat initial de l'entreprise Bellara pour laquelle je travaille, qui est que les entreprises du secteur textile ont beau avoir une démarche vertueuse, certaines mettent en place pas mal de stratégies, elles ont des difficultés à communiquer ces actions-là au client final via leurs produits. Tout ce qu'elle communique, c'est via des rapports institutionnels, des communications qui peuvent être taxées souvent de greenwashing ou exagérées. Et donc c'est très compliqué pour elles de valoriser tout l'impact positif qu'elles essaient de créer. Donc par rapport à l'évolution aujourd'hui des consommateurs, aujourd'hui, l'industrie de la mode a très mauvaise presse, comme on en a parlé juste avant, et les consommateurs veulent savoir, donc ceux qui les achètent, veulent comprendre comment les produits ont été fabriqués pour être sûr que ces produits-là n'ont pas été produits dans des mauvaises conditions, avec des drames sociaux comme le Rana Plaza, des pollutions lointaines avec des produits chimiques par exemple, avec des labels dont on ne comprend pas vraiment l'importance. Et donc le consommateur veut être vraiment acteur, donc c'est ce qu'on a appelé le consommateur, et veut participer au choix activement de ces produits. Donc le sujet de ma thèse, qui lie donc traçabilité et transparence, c'est vers une traçabilité totale de la supply chain du producteur au consommateur en support des politiques RSE des marques dans le domaine de la mode et du textile. Voilà toute cette longue phrase. Donc l'idée, c'est d'aider les marques à communiquer directement sur les produits des informations sur les conditions de fabrication et l'impact de leurs produits. Aujourd'hui, les consommateurs veulent faire un achat éclairé et ils font des recherches. Il y a une étude américaine qui a estimé que 40% des personnes faisaient des recherches avant d'acheter un produit sur Internet. Mais on peut se demander quelles informations elles trouvent. Parce qu'aujourd'hui, les informations qui sont disponibles, des informations institutionnelles ou même des évaluations d'ONG comme Fashion Revolution, comme par exemple le Clear Fashion en France ou Good on You, qui est l'équivalent et une application sur la transparence des marques, donnent des informations sur les entreprises en général, mais pas particulièrement sur les produits. Quand on est en face d'un produit et qu'on a juste le produit avec son étiquette, l'étiquette, jusqu'à très récemment en Europe, ne devait mentionner que la composition, même pas le pays de fabrication, on a très très peu d'informations. Donc on a réalisé une étude terrain, puisque vraiment, donc ma thèse, c'est vraiment s'inspirer du terrain, des entreprises, de ce qui se passe aujourd'hui, donc c'est une thèse action, pour arriver à créer de la connaissance et à innover. Donc on a réalisé une étude sur 54 marques,
qui sont réputés comme étant engagés pour la transition écologique, des marques qui ont souscrit au Fashion Pact. Et nous avons étudié quelles informations sur les produits et sur donc, leur entreprise elles communiquent sur Internet et sur le terrain, donc sur les produits en boutique. On a réalisé cette étude donc 3 fois, une fois par an, pour voir l'évolution et avoir un constat de la transparence produit. Donc vraiment les informations qui sont communiquées relatives à un produit. Et on s'est rendu compte qu'il y avait peu d'informations, mais que ces informations, elles sont de plus en plus nombreuses, que l'industrie va vers davantage de transparence, et notamment grâce à des dispositifs qui utilisent les technologies de l'information et de la communication. Alors, on ne peut pas parler de passeport numérique produit dans tous les cas, mais en revanche, on a de plus en plus de QR codes à flasher, de NFC, de liens vers un site internet qui va donner davantage d'informations sur les conditions de fabrication. Et donc ces étiquettes augmentées peuvent permettre d'informer le client. Le client aujourd'hui, il veut avoir des informations sur les conditions de fabrication, mais aussi sur l'impact de ces produits. Donc l'impact environnemental de ces produits, c'est l'impact des conditions de fabrication, de tout ce qui a été mobilisé pour arriver à un produit fini, mais également tout le cycle de vie du produit. Donc, à l'utilisation, est-ce que ce produit va être va être facile à entretenir, donc on va le garder plus longtemps. Est-ce qu'on va pouvoir le maintenir grâce à un entretien qui va être facilité? Est-ce que à la fin de l'usage de ce produit, est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose, donc le réutiliser, le recycler? Et donc cette circularité va être de plus en plus demandée par le client qui veut avoir des informations sur cette circularité. Et donc les lois avancent en ce sens, notamment avec la loi AGEC, l'article 13, qui depuis janvier dernier prévoit l'affichage d'informations sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits. Voilà, donc ça c'est vraiment le contexte de la thèse. Et donc le développement majeur de ma thèse, donc, c'est de réaliser un modèle de données pour ce passeport numérique des produits, pour informer le client, mais également les entreprises qui ont besoin de piloter donc, des nouveaux indicateurs de durabilité et qui vont pouvoir accéder donc, à plus de circularité. Donc, la problématique, c'est quelles sont les informations qui sont nécessaires, exigées et traçables et qui permettent une transparence produit pour un achat éclairé dans le contexte de l'économie circulaire. Voilà, donc pour permettre d'informer les entreprises, d'être conformes avec la loi, de pouvoir aussi favoriser des nouveaux modèles d'entreprise avec les locations, les consignes, les reventes et le recyclage. Donc, pour créer ce modèle, on a utilisé une méthodologie qui est vraiment ancrée dans le réel, en français théorisation ancrée ou grounded theory. Et donc on s'est intéressé, on a analysé successivement des différentes expériences, donc l'expérience des marques qui utilisent ces dispositifs d'information, ces petits passeports produits, qui sont plutôt réduits, mais voilà, c'est ces dispositifs-là. On a étudié les marques les plus transparentes, puisqu'il y a des marques qui n'utilisent pas ces dispositifs, mais qui sont extrêmement transparentes, qui sont en général transparentes depuis le jour de leur création. C'est vraiment dans leur ADN et elles veulent vraiment communiquer là-dessus. On a étudié aussi l'évolution des réglementations en France et en Europe, parce que le passeport produit, c'est vraiment une volonté européenne qui est née du pacte vert pour l'Europe. On a étudié aussi donc, la littérature scientifique, puisque c'est une base, et toutes les publications du secteur. Donc, avec cette théorie, on a donc successivement codé, puis on a abouti à des catégories d'informations, à élaborer les buts de la traçabilité,
de cette traçabilité et de cette transparence. Et donc, on a abouti à un modèle. Voilà. Pour parler des expériences plus, voilà, plus terrain de mise en application, donc on a... Oui, parce qu'à un moment, quand tu as commencé, vous avez compris qu'elle a été payée un petit peu pour aller en boutique, regarder les... 3 fois en plus. Ouais. Donc là, elle a commencé à faire rêver peut-être des étudiants ou étudiantes qui veulent faire un jour être payés en thèse. Tu n'as pas dit le budget que tu avais pour dépenser dans les boutiques. C'est énorme. Ouais, 0 à peu près. Donc en fait, c'était le pire. Voilà. Mais après, voilà, vous avez compris, il y a une littérature scientifique qui a été travaillée, il y a les normes et il y a eu aussi des démonstrateurs qui ont été développés pour tester, et notamment avec des partenaires. Donc, rapidement, peut-être Panchika pour essayer de... Voilà, oui. On va direct à l'essentiel. Oui, donc on a donc réalisé une preuve de concept avec le groupe ERAM pour les marques de centre-ville Bocage et ERAM, qui consistait donc en un dispositif d'information avec un QR code posé sur les chaussures ou sur les boîtes de chaussures, qui permettait d'informer le client sur la matière, les conditions de fabrication, l'impact environnemental, social et l'innocuité des matières utilisées. Toutes ces données sont donc collectées via la traçabilité qui est permise par notre solution ISCM qui est développée chez Bellara. Et donc on a mis en place ce dispositif sur 2 saisons, sur une sélection de produits sur ces 2 marques. Voilà. Donc c'était une expérience très enrichissante puisqu'on a pu voir vraiment sur le terrain ce que provoquait donc un tel dispositif et on a eu pas mal de surprises. Par exemple, nous on s'imaginait que c'était utile uniquement pour les clients, mais en fait c'est aussi utile pour les équipes de vente, c'est aussi utile pour les équipes qui sont au siège des marques, qui peuvent piloter tous ces indicateurs. Donc c'était très intéressant. On a aussi travaillé sur un autre dispositif pour le collectif Tricolore, qui est un dispositif, qui est donc une association pour la renaissance de la filière laine française, pour laquelle on crée un outil de traçabilité, puisque la difficulté, c'est dans un... Tu l'as pas mis? Non, Okay. J'en ai pas mis. Je laisse le poker alors. Ouais. Puisque la difficulté, c'est de collecter les données, surtout dans un environnement où les entreprises sont éloignées les unes des autres, ont des modèles extrêmement différents. Alors là, quand on parle de laine, donc on parle d'éleveurs, d'entreprises de lavage, d'entreprises de tissage, de peignage, de filature, de tissage après, et puis de confection. Et donc c'est très complexe d'arriver à relier ces entreprises et à les faire communiquer entre elles pour pouvoir aboutir à un flux de données qui peut être utilisé. Donc pour conclure, c'est ça? Je vois des signes. Non, mais j'avais déjà la transition, parce que c'est en train d'aborder les défis de la traçabilité. On va poser la question difficile à ton responsable industriel, Oui. Patrick. Mais vas-y, fais ta conclusion. Pour conclure, donc, vraiment sur l'apport de ma thèse, donc c'est donc la définition de la transparence produit, la création d'un modèle exhaustif autant que possible pour un modèle de données pour un passeport numérique des produits textiles et une adaptation au final de ce modèle pour les différentes contraintes et les différentes parties prenantes avec donc les nouvelles réglementations qui apparaissent et le fait de piloter ces données-là dans les entreprises et d'informer les consommateurs. Voilà. Et on donne rendez-vous la veille de la Biarritz Good Fashion. Si vous voulez en savoir plus sur la thèse, alors droit à 45 minutes, plus après 2 heures de questions des membres du jury qui vont l'asticoter pendant 2 heures. Et si tout va bien, elle sera peut-être après docteur. Et donc après, on sera obligé de la vous voyez, même à la maison. Voilà. Elle va quitter le monde des simples mortels. Alors, bon, on voit tout de suite l'enjeu du numérique, là, pour le coup, de la traçabilité. Si vous n'êtes pas une fashion victime comme moi, parce que alors moi déjà, je ne sais même pas l'origine de la boutique qui m'a fourni le vêtement, parce que j'ai sous-traité l'acte d'achat à des personnes de mon domicile qui s'occupent généreusement de ça. Donc après, moi, de savoir la provenance et tout ça, vous imaginez. Mais vous voyez que, alors mine de rien, moi je me disais, bon, je retiens aussi Philippe Ribera de Lectra qui disait que 80% des achats étaient faits par des femmes. Donc moi, naturellement, il nous avait dit, ben, c'est un problème féminin avant tout.
truc très misogyne en fait. Donc je dis en plus moi ça va, j'ai un jean, un machin. Sauf que le jean, en fait, c'est 2000 litres d'eau, ça fait le tour de la planète plusieurs fois. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu dans cette traçabilité, c'est que finalement la supply chain d'un jean, elle est aussi complexe qu'un Airbus. Donc pour vous donner un peu, voilà. Et le même jean que vous avez acheté, vous dites je prends celui-là, non je prends celui-là, ça se trouve il a été fabriqué légèrement différent. D'où l'intérêt de faire de la traçabilité pour comprendre ces enjeux-là. Mais on se dit qu'on va faire une usine à gaz parce qu'il va falloir remplir plein de données. Enfin, l'enjeu, c'est ça, ça va être comment on va collecter ces données. Donc c'est là que la question difficile, elle est plutôt pour l'entreprise et pour Patrick, hein, qui est le fondateur, cofondateur de Bellara. Comment tu vois, toi, les enjeux de traçabilité, de passeport numérique produit pour les filières? Et comment tomber, sans tomber, enfin, on va créer des nouveaux métiers là, de gens qui vont saisir des données en permanence. Enfin, c'est ça l'ambition ou pas? Non, quand même pas. Alors évidemment non, a priori. Nous, donc, on est éditeur d'une solution dédiée au pilotage de la supply chain. La conviction qu'on avait, c'est que la supply chain est un processus évident dans l'entreprise pour collecter les données de la traçabilité pour pouvoir ensuite raconter l'histoire du produit. Le passeport, la traçabilité, la supply chain, elle est essentielle dans la conjoncture économique actuelle qui est difficile pour les marques au niveau d'une conjoncture géopolitique, politique, économique évidemment, où il y a des rétentions de matières premières, où il y a donc l'enjeu de la supply chain, l'enjeu pour les marques de cette traçabilité, elle est avant tout industrielle et économique. Derrière, les entreprises sont aussi confrontées à une notion bien sûr d'image, à des contraintes réglementaires de plus en plus fortes, etc. Donc la maîtrise de la donnée est au cœur de tous les enjeux. Nous, en tant qu'éditeurs, on avait besoin d'anticiper ces tendances, de comprendre ce qu'elles allaient devenir. Donc notre parcours au sein de l'Archer Valley, c'est déjà de faire partie d'un écosystème, de comprendre. Et puis le fait d'avoir lancé une thèse de CIFRE avec Panchica, c'est d'avoir une méthodologie dans l'innovation pour comprendre. Donc tout l'enjeu, ça a été de comprendre quel était le modèle de données qu'il fallait concevoir, pour après se poser la question à travers l'outil ou d'autres processus de comment collecter cette information. Et là, l'étape dans laquelle on est, donc on a bien, et ce qui a été assez intéressant dans les travaux pour une PME comme nous, c'est d'avoir ce travail sur ce temps long de 3 ans où Panchica, elle avait à travailler, elle n'était pas perturbée, entre guillemets, par ce temps court qui nous fait vivre au quotidien et qu'il faut absolument qu'on fait. Donc on a ça a été très utile pour structurer la démarche d'innovation dans l'entreprise, pour avoir un temps de réflexion long, je le redis, et puis de mettre en application d'une manière régulière par percolation dans l'outil. Et aujourd'hui, ce qui nous a permis d'ailleurs d'être prêts pour la loi AGEC dès décembre 2022 sans que ce soit un événement. Donc on a conçu, vérifier le modèle de données. Et maintenant, l'autre étape dans laquelle on se projette, c'est comment mettre à disposition ce modèle de données en essayant de lui donner trois distinctions. C'est la vision qu'on a. C'est que ce soit un outil pour les marques, pour les aider dans leur éco-conception ou dans le pilotage de leur modèle économique. 2, leur image, ce qui est extrêmement important dans les marques de travailler cette image à travers le passeport numérique produit. Et enfin, l'auditabilité de tout leur processus à travers la réglementation. Et cette maîtrise de la donnée va être au cœur. Donc en effet, l'idée n'est pas de créer des nouveaux emplois pour collecter la donnée, mais c'est de dissoudre la saisie de la donnée dans un process industriel, parce qu'à ce moment-là, la donnée n'a plus de coût. Et il y a juste à la stocker et à l'exploiter. Mais tout l'enjeu et le nombre ce qu'on perçoit aujourd'hui à travers tous les travaux qu'on fait Panchica, c'est qu'il y a les entreprises qui ne sont pas prêtes, qui subissent la réglementation ou qui subissent les tendances, sont obligées de créer de nouveaux métiers ou de sous-traiter à des prestataires la saisie de la collecte, ce qui, dans un contexte économique, renchérit inévitablement les prix de revient. Donc c'est vrai que tout l'enjeu, c'est d'intégrer dès l'éco-conception, dès la supply chain, dans tous les process logistiques, même de vente, toute cette collecte de la donnée qu'on va pouvoir restituer aux consommateurs. C'est dans ce sens-là qu'on travaille et c'est dans ce sens-là qu'on a commencé déjà à démontrer l'enjeu de ces tendances. Et puis on peut dire, voilà, pour Bali 3, ce qu'on a prévu, c'est de rendre tout ça opérationnel et de prendre le modèle de données qui a été développé, de le tester, de l'expérimenter, le déployer avec des marques partenaires qui vont jouer le jeu. Et en ayant une analyse un petit peu à la fois socio-technique de tout ça, quels sont les impacts du déploiement, qu'est-ce que ça engendre, on va dire même socio-technico-économique de tout ça, quoi. C'est un peu
la prochaine étape qu'on va développer ensemble. Exactement. Alors, juste pour l'ANRT, Patrick et Bellara ont été bons élèves parce que normalement, quand vous lancez une thèse CIF, vous faites un contrat de 3 ans. En fait, ils ont lancé directement un CDI pour Panchica. Donc, alors, voilà, ça me permet de remercier Patrick parce que ça a été le premier à lancer la thèse CIFRE. Et ce que je voulais dire, c'est que CDI, certes, donc Panchica ne veut pas forcément devenir enseignant-chercheur derrière, donc on se dit, bon, à quoi bon faire une thèse, publier tout ça. Malgré tout, elle a publié dans plusieurs conférences internationales. Elle a eu un prix lors d'une conférence internationale, le prix du meilleur article, et accepté dans une revue qui est le Graal un peu des chercheurs, à chaque fois, de publier dans des revues. Ce qui n'empêche pas, voilà, même si on ne veut pas continuer forcément dans l'enseignement et la recherche, parce qu'elle sera chevillée, et puis elle a une belle feuille de route qui l'attend pour Bali 3, on peut faire de la recherche. Je remercie d'ailleurs Dimitri, je ne sais pas s'il est là, Dimitri qui est co-encadrant de la thèse avec moi, et Cédric Belair de l'ENI de Tarbes, on a oublié de citer les co-encadrants, mais voilà, on travaille à plusieurs là-dessus. Voilà pour une première brief, j'espère que c'est assez clair sur l'aspect traçabilité. Alors, vous avez compris déjà, comprendre un vêtement de d'où il vient, ça c'est compliqué, on trace, mais si vous commencez à zoomer maintenant sur un vêtement, vous dites, bon, ben voilà, Chloé l'a dit, il faut délisser, il faut enlever les points durs et tout ça, est-ce qu'on peut? Et en fait, on s'est vite aperçu qu'aujourd'hui, vous avez des produits textiles qui sont d'une complexité monstrueuse. Prenez une chaussure, vous pouvez avoir 80 composants différents, avec des matières différentes. Et donc, quand on va parler de circularité, de réparabilité, de réusage, de recyclage, ben, quand vous avez un produit complexe, ça complexifie cette histoire-là. Et c'est là que, dans nos histoires-là, il n'a pas fait une thèse, mais il est ingénieur d'études Vicente avec un X, après Panchica, travaille avec nous depuis un petit moment. Je ne sais plus comment c'est venu, mais il a eu une idée d'une méthode pour casser ce modèle linéaire, en fait, et donc pour essayer de comprendre la complexité de ces produits-là. Et ce que je propose, peut-être, Vicente, tu nous fasses un peu le brief d'un linéaire, à quoi ça sert, quelle est cette méthode, comment ça fonctionne, et puis après, on prendra quelques témoignages de ceux qui ont voulu tester la méthodologie. Je te mets ton slide. Tu veux un micro ? C'est bon ? Ouais. Donc du coup, oui, Jérémy, au niveau de l'origine en fait de cette méthode, de comment j'ai eu l'idée, déjà je suis parti un peu de l'idée que chaque entreprise aussi avait un Graal. Donc le Graal, c'est de concevoir des produits qui seraient 100% circulaires, c'est-à-dire qu'on pourrait d'un premier temps passer de la main à la main, puis réparer, et pour in fine pouvoir le recycler, et recycler en fait à 100% l'ensemble des matières qu'on a dans le produit, des composants, et les recycler en étant avec un impact minimum, et en valorisant vraiment les propriétés des matières. Et donc en fait, on s'est rendu compte au travers des premiers projets qu'on a fait à la Chaire Bali et aussi lors de la création du CETIA sur le démantèlement justement des articles textiles, des articles chaussures. On s'est rendu compte en fait que les produits étaient trop complexes et que ce Graal en fait il n'était pas atteignable en l'état. C'est-à-dire que, comme l'a dit Jérémy, on peut avoir jusqu'à 80 composants par exemple sur une paire de chaussures. Ces 80 composants, ils pouvaient être présents mais en très petite quantité. Par exemple, on a des cartons ou comme ça, enfin des cartons pour vulgariser au milieu des chaussures, et on va jamais réussir à avoir un volume suffisant pour pouvoir les envoyer dans des filières de recyclage et les recycler de façon qualitative. Et donc en fait, l'idée à travers cette méthode, c'était de venir faire matcher un peu les exigences liées à la fin de vie des produits, le démantèlement, le recyclage et la valorisation des matières, donc avec justement la conception du produit. Et donc pour ça, en fait, moi j'avais une sensibilité un peu pour tout ce qui est serious game et aussi outils de facilitation. Et donc en fait, j'ai commencé à réfléchir un peu à une méthode qui permettrait à tout le monde de collaborer ensemble. Donc ça, c'est un des intérêts de la méthode que j'ai créée, c'est de permettre la collaboration entre différents profils d'une même entreprise à travers des outils qui viennent vulgariser, on va dire, pas vulgariser, mais simplifier le produit,
Et aussi donc utiliser des serious games pour faciliter l'apprentissage des différentes notions qui peuvent être complexes en lien avec le démantèlement et le recyclage. Et donc on a créé cette méthode en linéaire. Donc cette méthode, on la décline maintenant sous forme d'atelier. Un atelier avec plusieurs serious games. Ici vous avez l'exemple d'un serious game. Qui est vraiment le cœur de la méthode, mais au préalable, en fait, quand on fait l'atelier sur 2 jours, il y a des ateliers où on va sensibiliser les gens à la circularité, quelles sont les actions qu'il faut privilégier sur un produit pour justement minimiser l'impact du produit, donc privilégier de la seconde main, privilégier de la réparation et in fine du recyclage et quel type de recyclage. Donc ça, on a développé comme une fresque de la circularité textile, on va dire. Qui permet à tout le monde d'être au même niveau et justement d'acquérir ces notions parce qu'on va chercher à recycler, mais avant de recycler, il y a des actions à privilégier. Donc ça, c'est partie de l'apprentissage qu'on a. On a notre serious game où justement, là, on traite que du recyclage et l'idée, c'est un peu à la façon d'un Monopoly de mettre les gens autour de la table en position d'investir dans une filière de démantèlement. Et l'idée, c'est qu'en fait, ils ancrent en eux les notions et que aussi ils arrivent au constat comme quoi en fait recycler en l'état ça ne sera pas possible et il faut faire un travail de reconception, il faut privilégier de la sobriété dans la conception des produits, faire des nouveaux choix de matière pour derrière pouvoir in fine recycler le produit. Et donc j'arrive vraiment au cœur d'un linéaire, donc qui est la nouvelle modélisation d'un produit. Donc pour ça en fait on a développé des cartes de facilitation qu'on peut voir là en haut. Et donc en fait un produit, on va venir en fait le décomposer par composant, on va passer à la dimension composant. Donc pour ça en fait on va démonter le produit à la main. Donc déjà ça permet de se rendre compte que les produits sont beaucoup plus complexes que ce que l'on pense. Moi aussi je passe des consignes de vraiment tout démonter, les coutures, tout séparer dans les chaussures, les collages, les différents éléments. Donc déjà on a une vue à plat du produit, on resépare tous les composants et on se rend compte qu'il est complexe. Souvent un des constats, c'est justement que les gens n'avaient pas conscience de toute cette complexité qu'on peut avoir et même la présence d'éléments qui ne devraient pas forcément être là et qui sont mis juste par habitude alors qu'il n'y a pas de plus technique à les mettre. Donc ça, c'est partie aussi des choses qu'on a identifiées lors des expérimentations, c'est que ça permet d'identifier des incohérences de conception et aussi derrière de concevoir des produits plus simples. On rappelle que tu as aussi ton brevet de secouriste, parce que cette étape-là se fait avec des cutters, des ciseaux, des tronçonneuses, des machettes, pour démanteler des produits textiles. Et donc on a à peu près 10% de pertes à chaque expérimentation. Voilà. Mais grâce à ça, on a démantelé le produit, et en fait on fait un mapping fonctionnel du produit. Et donc derrière, une fois qu'on a démonté le produit, là on vient reprendre tous les composants. Comme on peut voir sur la photo, en fait, là on voit plein de composants qu'on avait démontés. On identifie sur chaque composant, on remplit les cartes de facilitation hexagonales qu'on a fait, et en fait sur chaque carte, on vient noter le nom du composant, la matière dans laquelle il est fait et la fonction. Et l'idée, c'est qu'en fait, derrière, on puisse repasser à la dimension produit. On vient mapper le produit, les différents éléments d'assemblage. Et donc, en fait, après, on va se remettre tous ensemble autour de la table et on va réétudier composant par composant l'intérêt de la présence du composant, la fonction, est-ce qu'elle est essentielle, est-ce qu'on ne peut pas remplacer le composant par un autre, d'une autre matière pour faire des îlots de matière. Et donc, cette méthode, en fait, on l'a itérée plusieurs fois, on l'a testée, on a fait des workshops avec, des expérimentations scientifiques, donc d'un premier temps avec Decathlon et RAM pour valider l'intérêt de cette méthode, et après en fait on a diffusé les ateliers à d'autres entreprises, donc Louboutin aussi, d'autres marques de sport, Salomon, on a fait aussi avec des chaussures de sécurité, le groupe ERAM, on a fait avec Bossy S24, voilà, un gros panel de marques, une dizaine on va dire, et donc l'idée c'est qu'en fait maintenant sur la dernière itération on met des hexagones de différentes tailles, c'est aussi pour représenter la part en termes de volume des composants présents, parce que par exemple des fois on va avoir tous des petits rivets, et en fait avant, si on avait la modélisation de base qu'on avait avec tous les hexagones égaux, on ne voyait pas ça, et donc là en fait ça permet de suite d'être très visuel et de voir en fait sur une même couleur les mêmes matières et de pouvoir comme ça essayer d'avoir des patterns
et étudier l'architecture du produit pour avoir des îlots qui sont de même matière pour pouvoir les démonter et ensuite les envoyer à recycler vers le même endroit. La promesse, c'est de dire que n'importe qui peut utiliser la méthode. On n'est pas besoin d'être ingénieur. Voilà, on met tous les métiers autour de la table pour essayer de comprendre la complexité, modéliser la complexité du produit. Donc tu l'as dit, c'est vrai qu'on a mis au point plutôt, on a fait des tests plutôt chez Decathlon. Ça a été l'occasion de faire des publications scientifiques parce qu'on a essayé de faire des protocoles pour essayer de mesurer ce que ça apportait un plus ou pas. Et puis, tu l'as dit, ça a été testé et expérimenté dans des entreprises. Et ça, je propose peut-être que tu arrêtes de parler de ta méthode et qu'on demande à ceux qui l'ont testé et qui nous disent tout le mal qu'ils en pensent sur tout ça, de tout ce qui ne va pas. Hein. Oui, absolument. Donc, Charlotte, d'apporter le témoignage concret de ce qui s'est passé. Si tu peux nous dire voilà, comment ça s'est passé et rappeler dans quel contexte. Je crois que ça n'a pas été fait en France en plus. Non, voilà. Absolument. Vas-y, dis-nous tout alors. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie de témoigner sur cette méthode et c'est l'atelier qui a été réalisé avec les équipes de la Maison Louboutin. Juste peut-être quelques éléments de contexte par rapport à la maison. Donc c'est une maison qui existe depuis une 30aine d'années. Nous vendons des souliers à la fameuse semelle rouge homme-femme et un réseau de distribution mondiale, une fabrication en Italie, des ateliers de réparation aussi, et puis une cordonnerie, un réseau de cordonniers agréés dans le monde entier pour atteindre le niveau d'exigence de réparation des maisons de luxe. Ceci étant dit, lorsque l'on m'a présenté, donc moi j'ai rejoint la maison il y a 1 an avec comme feuille de route structurer une stratégie RSE pour la maison et l'appliquer à tous les niveaux de l'organisation. Et lorsqu'on m'a présenté la méthodologie Unlinear, je me suis dit formidable, plusieurs opportunités, déjà apporter de la méthode auprès des équipes, les faire monter en compétence sur le sujet de la circularité qui est à vrai dire un sujet qui est assez nouveau pour nous. Et puis rassembler les équipes aussi, issues de différents métiers, différentes activités. Donc concrètement, comment ça s'est matérialisé? On a rassemblé les équipes en décembre dernier, donc les équipes créatives du studio implanté à Paris, les équipes techniques en Italie. Donc on s'est retrouvés en Italie sur notre site de production de façon à avoir les outils. Il y a aussi la formation SST en Italie. Et puis, les équipes de l'atelier de réparation aussi. Et du coup, ça a été accueilli positivement, mais quand même avec beaucoup d'interrogations. Charlotte, qu'est-ce que tu fais? On ne comprenait pas bien. L'envie était là, puisque le lieu commun, c'était le produit. Mais quand même beaucoup d'interrogations par rapport à ces 2 journées. Bichente l'expliquait, le premier jour, on s'est réunis avec la présentation théorique de ce qu'est la circularité. Et ça, je pense que c'est important parce que ça permet de mettre tout le monde au même niveau sur ce que l'on pense être la circularité. Nous, on avait surtout eu la porte d'entrée avec la réglementation AGEC, le démantèlement, comment optimiser le recyclage de nos matières, alors que finalement, on a aussi nos ateliers de réparation. Et donc, ça a suscité pas mal d'échanges. On s'est dit, à la fin de la première vie de notre produit, finalement, on peut aussi développer des axes davantage sur la réparation avant d'envisager la circularité. Donc ça a suscité beaucoup d'intérêt. Et puis ensuite, on est rentré dans la pratique. Et ça, c'est formidable. Parce que quand vous avez des équipes multiculturelles autour de la table, qui ne parlaient pas forcément la même langue, le lieu commun est le produit, et quand on commence à sortir les outils, à démanteler, à identifier les matières, et bien là, on parle à tout le monde. Et c'est un formidable exercice qui est très fédérateur et qui crée de la transversalité vraiment. Ça permet de comprendre à travers le démantèlement, la cartographie des matières, l'identification des fonctions, des composants, etc., de comprendre les enjeux créatifs, les enjeux de choix de matière, parce qu'il m'est arrivé moi d'avoir des échanges avec notamment l'atelier de réparation qui me disait mais là dans d'autres instances j'arrive pas à réparer, j'arrive pas à traiter telle matière, etc. Et là ça leur a permis de comprendre au niveau créatif pourquoi ces choix avaient été faits, au niveau technique, pourquoi aussi, voilà, de décloisonner un peu les échanges, alors que pourtant on est sur le même sujet pour tout le monde. Donc ça, très positif. Première journée, donc prise de conscience un peu des enjeux, et la deuxième, donc l'éco-conception. Là, il a fallu justement se dire mais comment on éco-conçoit alors qu'on est dans l'univers du luxe, que l'on sait qu'on a un niveau d'exigence qui est très élevé.
Et on s'est dit, non, en fait, on va vulgariser notre produit, c'est pas l'enjeu, alors qu'en fait, pas du tout. Et là, ça a aussi été une bonne prise de conscience. Et ça a été aussi un facteur de motivation parce que, comme je vous l'expliquais, lorsqu'on a lancé l'atelier, il y avait quand même des craintes et beaucoup d'interrogations. Et là, ils se sont rendus compte déjà que c'était un sujet qui était compréhensible, bien évidemment, simple, et puis qu'il y avait des actions qui étaient facilement activables en fait, à leur niveau. Ils ont pris conscience que en fait, les alternatives, ils les connaissaient déjà, qu'ils pouvaient les mettre en place, ou alors qu'on pouvait aussi solliciter nos fournisseurs, nos sous-traitants pour aller chercher leur expertise. Et que finalement, ce qui semblait être complexe au début était finalement facilement, cela pouvait être facilement mis en place. Donc à l'issue de ces 2 jours, le bilan très positif, les équipes onboardées, comme on dirait chez nous, et surtout on s'est dit on ne va pas en rester là. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les prochaines étapes? Et donc il a été décidé de travailler sur 2 produits iconiques de la maison, donc un escarpin et une sneakers, et de travailler à l'éco-conception de ces modèles-là. Donc l'atelier a eu lieu au mois de décembre dernier, les travaux sont en cours. Malheureusement, à ce stade, je ne vais pas pouvoir vous révéler quoi que ce soit puisqu'on va présenter le résultat à notre direction artistique la semaine prochaine. Mais en fait, il y a vraiment, fort de tous ces travaux qui ont été réalisés sur l'éco-conception pendant les derniers mois, une volonté de passer à l'échelle, voilà, d'intégrer davantage l'éco-conception dans notre manière de faire. Et puis, du coup, ça a été vraiment une occasion vraiment de travailler différemment aussi au sein des équipes. Donc, voilà, rassure-nous, elles seront quand même avec des semelles rouges. Ah ouais, évidemment. Bon, ça va. Mais je vais rebondir sur le témoignage, mais voilà, d'éco-concevoir, de simplifier, de rationaliser, c'est un peu l'enjeu de la méthode, avec des fois des raccourcis qu'on peut essayer de trouver en disant mais c'est vrai qu'on a 3 matières différentes, si on prend une matière commune, ça simplifie énormément. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on va chercher. Par contre, un des enjeux, enfin un des limites de la méthode, c'est est-ce qu'à trop vouloir éco-concevoir et à trop simplifier, on ne va pas se retrouver avec des produits peut-être. Alors voilà, on va passer la parole à Gauthier du groupe ERAM parce que vous avez testé à la fois un linéaire, vous avez travaillé sur les indicateurs d'éco-conception, des indicateurs de réparabilité. On parle aussi maintenant de durabilité parce que en fait le meilleur déchet c'est celui que l'on ne crée pas, c'est-à-dire qu'on garde son textile à vie. Voilà, et donc le danger de trop simplifier, c'est qu'à la fin, on va faire du produit qu'on n'a pas envie de garder longtemps, quoi. Est-ce que ce ne serait pas ça la limite? Et je sais que chez ERAM, vous réfléchissez énormément à ces indicateurs. On parle même de durabilité émotionnelle. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de contrebalancer ça? Qu'est-ce que tu en penses, Gauthier? Oui, merci. Les questions difficiles, vous avez compris, elles sont pour vous, les amis. Les doctorantes, moi, nos ingénieurs, on les bichonne, mais après... les partenaires de Bali, vous morflez un petit peu, quoi. Alors peut-être pour répondre à ta question, je me permets de faire un petit pas de côté pour réagir par rapport à déjà le groupe ERAM qui nous sommes, de où on part, et la chaire Bali. Vous êtes une petite start-up, vous avez rejoint Bali 2 avec Petit Bateau, hein, qui est notre petite start-up. Voilà, donc, exactement. C'est comme ça qu'on vous présente. Exactement. Donc en fait, le groupe ERAM, je ne sais pas si tout le monde sait qui est le groupe ERAM. C'est une dizaine de marques et un outil industriel. C'est un ADN aussi avec une culture industrielle. Aujourd'hui, qui travaille à la fois sur le retail et sur l'industrie, donc qui a conservé un outil. Et donc toutes ces questions-là, effectivement, on se les est posées. Et finalement, on a essayé de rattraper le train pour avancer. On a fait quand même pas mal de chantiers. En fait, ça nous a ouvert les yeux sur pas mal de choses, un petit peu comme vous. Et voilà, donc en fait, je voulais juste réagir par rapport à Bali 2. En fait, nous, c'était l'opportunité aussi de faire des preuves de concept finalement qui bousculaient les équipes par rapport à des processus métiers peut-être un peu conservateurs pour commencer à bouger les lignes sur ces sujets-là. Et ça nous a posé aussi pas mal de questions. Et quand on ouvre la boîte de Pandore, qui est l'éco-conception, finalement, il faut qu'on impose certaines règles, voilà. Et ça nous a servi à ça, finalement, ce sujet. Et Unlinear nous a bousculé, nous a acculturé. Alors, pour répondre à ta question, en fin de compte, moi, je reviendrai sur le processus d'éco-conception, finalement, la définition même du processus d'éco-conception, qui est quand même là pour gratter, j'ai envie de dire, les irritants d'un point de vue environnemental sur tout le cycle de vie du produit, sans dégrader ses fonctions et l'esthétique du produit. Donc, partant de ce principe-là, étant dans un monde
plutôt une activité mode? En fin de compte, la réponse, elle est clairement non. On ne va pas dépouiller le produit. En tout cas, on voit bien que c'est un moyen de bousculer les équipes, mais c'est en rien l'objectif de dépouiller les produits, puisqu'on reste quand même dans une industrie et une activité mode. Ça, c'est la première chose. Après, effectivement, les méthodes linéaires, donc aussi, on n'a pas testé au même moment que vous, on était plutôt bêta-testeurs. J'ai envie de dire, donc la méthode a évolué. Ouais, ils entendent dire qu'elle n'était pas au top au début. Non, c'est parce que je dis non, mais alors te plains pas parce qu'il y a eu Decathlon qui a été bêta-testeur. Je te dis pas, ils ont eu le. Non, je dis des bêtises. Non, c'est pas vrai. Et là, je vais. Ouais, c'est vrai, en plus. Et là, je recroise un petit peu avec des apprentissages aussi en interne sur des méthodologies, type faire des bilans produits, des analyses environnementales de nos produits, des attaques nouveaux business, parce que à l'époque, c'était très orienté recyclage, cette méthode, et nous, ça nous a appris, ça nous a permis aussi de comprendre un peu le démantèlement des produits, tout ce que ça impliquait, dont la réparation, dont la durabilité physique du produit. Et finalement, c'est là où j'en viens à la durabilité émotionnelle, puisqu'en fait, c'est vrai que je ne me suis pas présenté, mais mon rôle un petit peu au sein du groupe, c'est un peu une prise de hauteur dans un contexte un peu chahuté, quand même. Donc j'ai un peu cette opportunité-là de prendre un peu de hauteur et puis de réfléchir sur peut-être les changements de braquet de l'industrie de demain, et puis les enjeux de l'innovation durable font partie. Pour faut vouloir ternir la copie, on vise un Graal, mais aujourd'hui, on a en interne beaucoup de chantiers à mener pour amener nos équipes à arriver à ce Graal. Donc, on parlait de culture d'entreprise, on parlait d'acculturation des équipes. En fait, ça fait partie. C'est peut-être des petits chantiers, mais en fin de compte, ça a une grosse. C'est beaucoup d'énergie, tous ces sujets-là. Et ce matin, pour reparler de durabilité émotionnelle et le lien en fait avec le sujet linéaire pour nous qui est important. J'ai repris une étude ce matin, je ne sais pas si tout le monde la connaît, c'est En mode climat de septembre 2022, qui fait une agrégation de revues scientifiques pour expliquer en gros que les causes de fin de vie d'un vêtement, alors je prends le vêtement, je ne prends pas la chaussure est souvent un peu le parent pauvre de l'histoire sur ces sujets-là, mais bon, qui dit qu'un tiers des vêtements sont jetés pour cause d'usure, un tiers pour cause de, j'ai oublié, ça ne me va plus ou je m'en suis lassé. Donc finalement, c'est là où la durabilité émotionnelle prend tout son sens, et le démantèlement et l'approche finalement de la réparabilité, de la personnalisation peut aussi prendre son sens. Alors nous, sur ce sujet-là, effectivement, on a un petit peu comme vous, on a lancé des sujets un peu avec un périmètre très, très spécifique sur une sneakers pour commencer à travailler le sujet de, effectivement, je fais une analyse fonctionnelle de mon produit, je recroise avec la méthode linéaire, et derrière, j'essaye de faciliter la réparabilité industrielle, parce que nous, on est sur un autre enjeu, qui est aussi la réparabilité industrielle du produit. Comment est-ce que je saurais demain traiter du volume en termes de réparation et éco-concevoir mon produit pour cette finalité-là. Et puis derrière, donner goût à la réparation. Parce que l'on voit aussi que c'est un coût, la réparation. Comment est-ce que du coup, on arrive à lever ce frein-là? Et ben, ça peut être aussi par cet aspect durabilité émotionnelle du produit, personnalisation du produit. Donc voilà, c'est des sujets qu'on traite avec beaucoup de prise de hauteur, je vous l'avoue, mais qui nous permet d'avancer aussi dans le bon sens. Ok, effectivement, donc on peut aussi l'utiliser pour une prise de conscience sur les enjeux de réparation. Et bon, en plus, pour ça, Bocage, avec la marque Bocage, vous avez changé le business model là, de la chaussure en proposant de la location, de la réparation. Et donc, voilà, c'est en ce sens où ça peut aller vers des dynamiques comme ça. Et tu l'as dit, ça s'approche des enjeux industriels de tout ça. Donc, ça me permet de faire la transition avec une autre start-up qui nous a rejoint, donc Petit Bateau, que vous présenterez après. Amanda, elle me regarde en me disant, tiens, quand même, c'est une grosse start-up, non, c'est ça? Une petite start-up de 130 ans, donc voilà. Voilà, une vieille start-up, on va dire. Et alors, vous avez compris, d'abord, on a tracé, essayer de comprendre les enjeux de traçabilité. On essaye de simplifier ou de favoriser les logiques de circularité avec un linéaire. Mais après, derrière, il faut produire industriellement. Et c'est ce que fait Petit Bateau depuis plus de 100 ans maintenant. Et c'est là que ça fait le lien avec la thèse de Amanda, qui a démarré sa thèse chez Petit Bateau. On va lui demander de nous faire un peu le briefing, le brief de ta thèse et un peu les principales actions. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire comment on peut regarder aujourd'hui quelles sont les technologies qui existent, comment la technologie peut être utile.
Moi, je suis dans une école d'ingénieurs. Le premier message que je donne à mes ingénieurs, c'est de dire arrêtez de faire des ingénieurs de la technologie de la futilité. C'est-à-dire de développer des frigos connectés pour savoir combien de bière vous avez dans le frigo. C'est de la connerie, ça ne sert à rien. Déjà, on le sait tous à peu près. Déjà, il ne reste pas beaucoup, souvent en plus. Pas assez. Donc voilà, autant mettre un post-it. Voilà, ça s'appelle la sobriété technologique. Il faut arrêter de faire des ingénieurs qui développent ce genre de conneries, quoi. Parce que un capteur, c'est des matières, c'est machin. Voilà. Ça ne veut pas pour autant, entre les tenants des gens qui attendent qu'un truc, que tout s'écroule et qu'on finisse en pagne à poil, comme ça, à la limite, on a résolu le problème du textile. Et puis ceux qui veulent croître de manière machin, nous, on pense qu'il y a une voie hybride à trouver. Et donc c'est là que la technologie, elle peut être utile. Et ça a été l'enjeu d'Amanda, c'est de dire, bah, écoute, tu as une belle usine comme Petit Bateau, tu as plein de technologies, qu'on parle d'usine 4.0. Est-ce qu'on peut faire des choses intéressantes pour mieux produire, pour être plus... Voilà. Donc c'est ça. Et puis, bon, alors, personne n'a voulu le prendre, hein, le sujet en France, donc on est allé chercher au Brésil. Et c'est Amanda qui a été retenue pour cette... Alors Amanda, est-ce que tu peux nous dire rapidement, voilà, tes sujets, comment tu t'y es pris? Parce que quand on arrive chez Petit Bateau, il faut tenir compte d'une histoire. Et je pense que c'est un des premiers livrables. Et voilà, on montrera quelques exemples, tu me diras, je cliquerai. Vas-y Amanda, à toi. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Je vais commencer avec un petit peu d'histoire, en fait, parce qu'on a bien parlé ce matin des enjeux sociaux et environnementaux qu'on a dans l'industrie textile en ces moments, qu'on a toujours eu, mais qui en ces moments ils sont en évidence. Et en fait, pour commencer avec un petit peu d'histoire, vous devrez savoir que l'industrie textile a passé par une période de délocalisation de production. Donc on a fait une transition de production européenne juste au pays de l'Afrique du Nord, en Turquie, en Asie. Et aujourd'hui, on a cette envie de relocaliser la production. Donc c'est comme ça que ma thèse est apparue, que le sujet a démarré. Donc ma thèse, c'est pour mettre en place une industrie 4.0 et pour piloter nos processus afin d'avoir une production au plus proche de la demande et au plus proche des bassins de consommation européennes. Parce que, comme Clarisse nous a dit ce matin, c'est important de réindustrialiser la France. L'industrie textile, c'est un gros acteur dans cette réindustrialisation. Et donc, pour faire ça, on a besoin de gagner les paris de compétitivité avec les entreprises qui sont apparues, là, avec les fast fashion, par exemple, qu'on a déjà parlé aussi. Pour gagner ces paris, c'est important de piloter nos processus avec les données et pour avoir une transformation numérique, en fait. Donc, pour piloter nos processus, on a besoin de récolter la data, déjà. On a besoin de créer des indicateurs de processus. On a besoin de piloter nos machines plus efficacement pour réduire notre consommation d'énergie. C'est un autre pilier très important. Et aussi pour gérer les autres facteurs comme le facteur humain, la disponibilité des machines afin d'ordonnancer mieux notre production. Et un autre pilier très important qu'on a besoin de parler aussi, c'est de mettre en place des machines plus automatisées. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de dire, on a un coût de main-d'œuvre en Europe qui est beaucoup plus cher que dans les pays, les autres pays en fait. Donc, pour relocaliser une production et avoir une quantité de produits capables de supplier les marchés, on a besoin de mettre en place des machines qui ont plus de productivité. Et aussi, on a besoin de penser aux personnes, parce qu'aujourd'hui, il y a des tâches qui sont très répétitives, qui peuvent causer des TMS, etc. Donc, on a besoin de penser au bien-être du personnel qui travaille avec nous. Donc, si tu peux passer là pour rentrer vraiment dans les sujets de thèse. Normalement, vous ne pouvez pas voir parce que tout ne peut pas être montré quand même. Donc, parce que sinon, Guillaume va tomber dans les pommes. Non, ça va. Mais voilà, peut-être qu'on peut dire, quand tu es arrivé quand même à Petit Bateau, le premier conseil que tu as eu, c'était de dire, tu vas pouvoir changer la trajectoire de Petit Bateau, et ça peut être intéressant, un peu comme Panchika a fait, de prendre un peu la température de où en était la traçabilité, c'est de dire, mais voilà, prends la température de Petit Bateau. Et tu as fait un gros travail de
reconstruction de la trajectoire de petits bateaux, de la trajectoire technique, en fonction. Donc il y a un joli travail de frise historique de petits bateaux qui peut être même un jour consultable sous forme de bouquin qui sera offert aux visiteurs de petits bateaux. Enfin, ça, c'est la promesse. Oui, mais il y a eu un travail là de mapping de tout ce qui existe sur. Je sais pas, vas-y Amanda, je te laisse. Ne dévoile pas tous les secrets, mais tu peux. Non, en fait, pour mettre en place une industrie 4.0, on a besoin de penser aux gens qui travaillent avec ces types de processus depuis toujours. Chez Petit Bateau, on a une entreprise historique de 130 ans. On a toute la chaîne de production qui est faite chez nous. Donc on reçoit les fils et on sort le produit fini à l'entrepôt. Et il y a des personnes qui travaillent chez Petit Bateau depuis 35 ans, qui ont un savoir-faire et qui n'ont pas ces contacts avec des nouvelles technologies. Donc avant de mettre une technologie en place, c'est important de connaître les gens qui travaillent avec ça et s'ils vont accepter. Pour savoir ça, en fait, c'est important de comprendre l'histoire de la boîte. Et c'est ça la première chose qu'on a fait. On a fait une frise historique, comme Jérémy a dit, par rapport aux évolutions de Petit Bateau dans le temps. Et en relation aussi avec les évolutions dans le monde, pour savoir la vitesse avec laquelle Petit Bateau met en place des technologies. Donc comme ça, on peut évaluer un peu la température, si les gens vont accepter une technologie ou pas, et si on doit les mettre en place vite ou plus doucement. Après, les deuxièmes étapes, en fait, c'était la frise que vous voyez en bas. C'est des processus. Donc, on a étudié toute la chaîne de production, toutes les étapes avec les processus physiques et les processus informatiques. On utilise SAP, donc on a pris toutes les informations SAP et on a mis en relation avec les processus physiques pour voir en fait où on avait des goulots d'étranglement, où on avait des besoins de mettre des machines automatisées, de mettre des systèmes de collecte de données, d'automatiser un peu notre production. Et c'est comme ça qu'on a eu plein d'idées pour des projets qu'on met en place en ces moments. Déjà, pour vous dire quelques exemples, on met en place des systèmes de captation de données pour comprendre en fait l'utilisation de nos machines, les taux d'occupation et les temps de production de chaque produit. Donc on a un système de bipage qui est mis en place avant et après chaque étape de production pour comprendre les temps de cycle de chaque machine et les systèmes de collecte de données des machines en soi, en arrêt et en production pour qu'on puisse avoir un TRG, un suivi de production en temps réel pour piloter un peu mieux nos processus et avoir un bon ordonnancement de production. On a eu aussi des projets. Oui, il y a une vidéo, normalement. Alors, est-ce que je reclique une deuxième fois ou est-ce qu'il faut la lancer depuis l'ordi? Je la lance? Tu me dis? C'est bon? Oui, oui, voilà. Donc voilà, ça c'est un autre projet aussi. C'est ce que je vous ai parlé. En fait, c'est important aussi de mettre en place des machines qui vont produire plus et qui vont réduire les fatigues, qui vont réduire les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Ça, c'est un exemple. On a mis en place un robot qui coupe des ceintures en production. Il faut comprendre en fait que l'industrie textile elle a été arrêtée un peu dans les temps par rapport aux technologies quand il y a eu la délocalisation de la production. Donc, c'est pas commun de voir des robots en production textile. C'est une chose qu'on a dû bien intégrer pour qu'il soit accepté. Donc, il y a eu vraiment une étude d'acceptation par rapport aux opératrices de confection. On a posé des questionnaires, on a demandé si elles étaient prêtes à travailler avec ce type de technologie. On les a montrées, on a fait des présentations. Donc, il y a eu un accompagnement vraiment bien fait et une étude en fait de charge mentale et de charge de travail. Donc, c'était pas une chose qui était mise en production juste voilà, pour la productivité, mais ils travaillent aujourd'hui avec une opératrice à côté. Donc, c'est un poste collaboratif et c'est très important d'avoir ces retours de personnes. Ces travails-là, on a présenté dans un congrès, donc c'est le sujet d'une publication, deux publications d'ailleurs. C'est un bel exemple où on peut publier scientifiquement. Et puis bon, tu es assez modeste, tu venais d'arriver à Petit Bateau et on lui a dit, il y a un kobo, parce que c'est pas un robot, c'est un kobo, c'est
robot qui permet de collaborer. Ça ne vous tue pas normalement si vous touchez le robot, contrairement à certains robots qui peuvent être dangereux. Et en fait, ce Kobo venait d'arriver à Petit Bateau, et puis on a dit à Amanda, tiens, qu'est-ce que tu veux en faire? Tu peux le programmer? Oui, oui, bien sûr. D'où l'intérêt de prendre des gens bien câblés, ingénieurs, futurs docteurs. Et voilà le genre de livrable où à la fois il y a une contribution technique et organisationnelle, mais aussi on a mesuré l'acceptabilité d'un Kobo auprès des équipes. Il y a eu des petites idées vraiment sympas de donner un nom à ce futur collaborateur, parce qu'avant de le mettre en déploiement, ils ont fait un petit sondage, ils ont fait une petite démo, ils ont invité tout le monde à présenter ce nouveau collaborateur, comment vous allez l'appeler. Et voilà, c'est grâce à ce genre d'approche où on va regarder l'humain que ça a été facilité, et puis que voilà, aujourd'hui, au début il coupait tout seul, puis maintenant il commence à donner l'élastique à la collaboratrice, c'est ça? Exactement, ouais. C'est à cause d'une étude en fait qu'on a vu. En fait, les personnes, elles s'approprient plus de la technologie si elles ont un lien d'amitié avec la technologie. Et ça peut se donner avec un nom, avec une présentation comme s'il était un nouveau collègue en fait. Et donc, c'est les opératrices de production qui ont choisi les noms. Il s'appelle Georges. Est-ce qu'il y avait d'autres exemples que tu voulais Non, non, on va rester. Non, tu as parlé de l'aspect numérisation. Donc, vous avez compris. Donc, voilà, quartier libre pour regarder les technologies, voir comment on peut les déployer chez Petit Bateau. Donc, tu as dit attention. Donc, si on met des cobots, c'est réduire le coût de la main d'œuvre. Mais donc, la question va être plutôt pour le directeur industriel de Petit Bateau. Si on réduit, si on met des cobots, si on met des capteurs partout. On va numériser, on va cobotiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va supprimer le personnel, c'est ça qui peut être mal interprété. Est-ce que tu peux nous rassurer, Guillaume, là-dessus, sur c'est quoi la vision et pourquoi on fait tout ça, et quelle est la vision en fait, du directeur industriel face à ces nouvelles technos? Alors, voilà, Petit Bateau, hein, pour faire aussi un pas de côté, voilà, c'est une start-up qui a 130 ans. Et qui a essayé voilà, de travailler sur différents produits depuis. Mais je dirais que la question qui est posée, en fait, malheureusement, la réponse elle a déjà été apportée dans les années 80-90, c'est-à-dire que la délocalisation elle a déjà eu lieu. Elle a déjà eu lieu, et je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'opportunité d'aller à un salon à Milan qui s'appelle l'ITMA, qui est le salon de l'industrie textile. Et en fait, des machines très robotisées, très numérisées, il y en a plein, et ce ne sont pas les Européens qui les achètent. Ce sont les Asiatiques, ce sont les gens du Moyen-Orient, enfin voilà, c'est déjà tous ces gens-là. Donc en fait, le jeu il est déjà fait de la délocalisation. Donc pour nous, l'enjeu justement, c'est de pouvoir rester dans la partie, et donc pouvoir réindustrialiser les productions en Europe et en France. Voilà, l'enjeu pour nous, il est là. Et après, je dirais que sur ces machines-là, c'est vrai que si jamais on se fixe uniquement l'objectif de réduire les coûts, la solution, c'est pas celle-là, c'est faire celle que d'autres font déjà et qu'on produit les résultats qu'on connaît. Donc en fait, nous, vraiment, ce qu'on a, c'est qu'on essaye de répondre à 3 questions en fait, quand on automatise. La première, c'est est-ce que je peux régler un problème de formation et de compétences? Parce qu'en fait, aujourd'hui, trouver des opératrices de confection ou des opérateurs de confection, en fait, c'est très très compliqué, il n'y en a pas. Il y a plus grand monde qui veut faire ça. Et donc c'est vraiment la première question qu'on essaye de répondre, à laquelle on essaye de répondre avec l'automatisation. La deuxième question à laquelle on essaye de répondre, c'est est-ce qu'on peut améliorer la qualité et la reproductibilité des opérations? Et là, on a fait quelques tests en fait, de défaillance en fait, et avec les opérations humaines, avec autant d'attention qu'elles pouvaient avoir, on était, je crois que c'est à plus de 19%, d'erreur, de taux d'erreur. On avait un taux d'erreur sur la coupe de la bonne longueur de l'élastique de presque 19% en fait, dont une grande partie qui n'était pas détectée. Et donc derrière, ça pose des problèmes de qualité et de durabilité de nos produits. Et donc avec ces machines-là, on a réussi à réduire quasiment de 99,9%, j'ai arrêté les 9 après derrière, le taux de déviation. Donc ça c'est la deuxième question.
Et enfin, la troisième question, après, voilà, est-ce qu'il y a un intérêt économique, sinon on ne le fait pas. Et donc, on vient aider finalement les opérateurs, les opératrices sur des opérations qui ont des faibles valeurs ajoutées. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tellement dur de former quelqu'un. Si c'est juste pour lui faire couper un élastique, c'est un peu dommage. Et donc là, on lui permet de se concentrer vraiment sur le geste technique, sur la qualité qu'elle peut produire pour nos produits. Couture que l'aspect découpe d'un élastique. Ouais, voilà, sur une opération qui a finalement pas beaucoup de valeur ajoutée. Et sur le deuxième sujet, moi je trouve intéressant aussi la démarche que vous avez eue de cibler un peu, de mettre des capteurs, de numériser un peu tout ça, parce qu'il y a aussi des enjeux même de réduction de vos impacts. Il y a une histoire de séchage de four. Ouais, exactement. Alors en fait, tout l'enjeu, c'est quand on s'inscrit dans cette durabilité, à un moment donné, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire migrer notre modèle économique, c'est d'un make to stock à un make to order. Make to stock, c'est on achète des volumes de produits à l'autre bout du monde, on les met dans des cargos, ils arrivent, on les met dans des entrepôts, on les pousse dans les magasins, on n'a jamais tout vendu, on fait le Black Friday. Voilà, pour faire court, c'est ça le textile. On essaye de sortir de ça en mettant du make to order. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on vient analyser nos productions, enfin nos ventes, pour pouvoir relancer localement des productions. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit hyper performant sur les temps de cycle, il faut qu'on soit hyper performant sur ce qu'on appelle l'OTIF, c'est le load time in full, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse répondre à la demande. Et pour pouvoir répondre à la demande, on a besoin de process fiables, de machines fiables, j'irai à tout moment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de créer des stocks intermédiaires. Et donc pour pouvoir faire ça, en fait, on a besoin de mettre en place des outils qui nous permettent de piloter les datas, de piloter les différentes machines. Vous l'avez vu sur la frise, je crois que pour faire une culotte, il y a à peu près 40 étapes de process différentes. On ne s'en rend pas compte, mais c'est quand même assez compliqué. Et donc, on a besoin justement sur toutes nos chaînes de pouvoir avoir des informations qui nous soient utiles pour pouvoir identifier les pertes de temps, les surconsommations, à la fois les surconsommations matière, mais également les surconsommations d'énergie. Et donc là, comme on aime bien s'amuser chez Petit Bateau, là on est en train de s'amuser avec un sécheur. Parce qu'une fois qu'on a lavé nos produits, qu'on a fait la teinture, il faut les sécher, donc on consomme énormément d'énergie. Et donc on est en train de mettre différents paramètres, détecteurs pour pouvoir corréler à la fois les temps de cycle, à la fois les consommations d'électricité, les consommations de gaz, les consommations d'eau, les résultats qualité qu'il y a après derrière, parce qu'il ne faut pas perdre de vue le consommateur. Et donc, avec déjà quelques actions de premier niveau, on réussit à réduire de 20% nos consommations d'énergie. Et ça, c'est du réel. En un an, avec Amanda, on a réussi à faire ça. Alors, pas la facture, les mégawatts seulement. Oui. La facture, c'est un autre sujet. Mais en mégawatts, pardon ? Ouais, voilà. Ouais. C'est très frustrant. Donc en mégawatts, on a réussi à réduire de 20% les consommations d'énergie avec des outils comme ça. Et sur les consommations d'eau, sur d'autres équipements, on est passé d'à peu près 140 litres d'eau pour teindre 1 kg de tricot. Aujourd'hui, il nous en faut plus que 55 à peu près. Parce que on pilote nos usines avec la data. Bon, vous avez compris, l'idée c'est de fabriquer plus à la demande. Et donc si vous avez besoin aussi d'un calcul de combien coûte un jean fabriqué de l'autre côté de la planète, stocké, invendu, avec les marges qu'il faut, c'est à comparer avec un truc que vous fabriquez vraiment en France, sur mesure, à la demande. Ça fait la super transition avec la dernière thèse, c'est finalement il faut que le client accepte, est-ce que les clients sont prêts à accepter cette circularité. Et c'est un peu le dernier sujet qu'on traite plutôt avec Decathlon. Donc Petit Bateau était sur le groupe de travail fabrication à la demande, et donc vous voyez la continuité avec la thèse. Côté Decat, là l'idée c'est, on est parti d'abord avec Nicole, brésilienne également, même je crois originaire de la même ville qu'Amanda, elle ne le savait pas, moi non plus quand je les ai recrutés. Et donc au début on parlait de qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine de la circularité, étudions la circularité chez Decathlon. Elle a pris ce sujet-là, pareil, elle a accepté d'y aller. Et on a dit, vas-y, pendant un an, trouve-nous les vraies problématiques à résoudre industrielles chez Decathlon. Ça a commencé par ça, et puis on est
petit à petit, on a réorienté le sujet. Est-ce que tu peux nous faire un peu le briefing un peu de ta thèse, Nicole, et puis après on regardera plus concrètement toutes tes actions. Donc bonjour à tous, moi c'est Nicole. J'ai commencé à travailler dans ma thèse chez Decathlon en décembre 2021. Et du coup, quand je suis rentrée chez Decathlon, c'est une énorme entreprise. Je voulais mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé déjà au sein de l'enseigne. Et du coup, on a commencé par faire un état de l'art de tous les différents projets d'économie circulaire qu'on trouvait dans toutes les marques de Decathlon. Donc, on arrivait à recenser 150 projets différents, mais il fallait aussi les catégoriser. Et pour faire ça, on a passé par une révision de la littérature qui nous a aidé à mieux trouver les bons concepts. Parce que quelquefois, quand on voit les différentes marques parler d'économie circulaire, principalement recyclage par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de différences. Donc par exemple, le recyclage pour quelques personnes peut-être transformer la matière pour être réutilisée dans la même fonction. Ou pour d'autres personnes, ça peut être juste broyer la matière pour transformer un terrain de jeu. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Donc, on a vraiment fait une analyse par niveau des transformations de la matière et aussi des différents types de business models qu'on peut trouver. Par exemple, la seconde vie, qui c'est les produits d'occasion, mais aussi d'autres choses qu'on commence à voir aujourd'hui, comme la location et les abonnements qui rentrent dans une idée d'économie de la fonctionnalité. Donc, à partir de ça, on a trouvé les 150 projets. La majorité des projets chez Decathlon, on voyait qu'ils étaient dans la partie de réparation et maintenance. Ensuite, de économie de la fonctionnalité, donc location, et en troisième place, recyclage. Ici, c'est important juste de tenir en compte que, par exemple, on trouve pas mal de projets de location parce qu'ils étaient faits normalement localement, lancés par les magasins, pas liés à une stratégie globale. Et ça, on commence à voir qu'il y a des changements de stratégie. On a beaucoup de travail aussi sur la réparation, principalement en do-it-yourself, donc auto-réparation faite par les propres clients, parce que ça, c'est une manière d'attaquer une des principales raisons pour lesquelles les personnes ne font pas la réparation, que c'est parce que normalement, ils sont prêts à payer jusqu'à 30% du coût d'un produit nouveau dans une réparation. Donc, comme les coûts de professionnels, c'est assez haut, il faut trouver des manières pour, comment je peux dire, donner plus de pouvoir aux clients pour attaquer ces problèmes. Et ensuite, c'est bien sûr le recyclage, qui dans ces cas-là, on va avoir le design pour la recyclabilité, c'est-à-dire par exemple avec les méthodologies des Bichente, ou sinon trouver des réponses pour les produits qu'on a déjà lancés sur le marché et qu'on doit trouver une solution pour leur fin de vie. Donc à partir de ça, je me disais au début, ok, maintenant la prochaine étape, ça va être comment identifier quel est le bon business model selon la typologie du produit. Et on a commencé à essayer de trouver des outils. Et on s'est rendu compte qu'en fait, peut-être l'axe de réflexion, ce n'était pas forcément la typologie des produits comme entrée, mais plutôt le profil des clients. Parce qu'il y a plein de choses que quelquefois on avait plutôt comme hypothèse personnelle, mais qui ne se confirmaient pas forcément dans la pratique. Par exemple, si on parle des sacs de couchage, j'ai parlé avec des personnes des Quechua qui ont lancé des locations pour des produits de camping. Et au début, ils me disaient que ça ne marcherait pas trop parce que c'est un produit trop intime, parce que tu es en contact avec la peau, tout ça. Mais qui, finalement, ça marche super bien. Donc, on se disait, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui pourraient aussi rentrer dans cette même réflexion? Même, par exemple, serviettes, quelquefois, on se disait... pourquoi est-ce qu'on est prêt à accepter d'utiliser des serviettes réutilisées dans les hôtels? Et peut-être c'est une chose que nous, ça nous fait étrange si on voit de ce qu'on vit, des choses comme ça.
Donc l'idée, c'était de challenger toutes ces idées qu'on avait déjà en tête et essayer de trouver quelles sont les motivations et les barrières pour les consommateurs. Donc ça, c'est le travail que tu as fait en arrivant chez Decat. D'ailleurs, on va faire une petite confidence. Quand la grande patronne de Decathlon a été nommée Coppola, je ne sais plus, elle a fait le tour. Barbara, c'est Coppola. Coppola. Je me rappelle, c'est Coppola qui elle a fait le tour un peu de toutes les équipes. Et puis, donc, il y a eu une visite un peu éclair là. Et puis, donc, Nicole a eu le droit de dire, bah oui, je fais une thèse chez Decathlon. Ah bon, sur quoi tu travailles? Je recense les projets de la circularité chez Decathlon. Et elle a eu le malheur de dire, je recense tous les projets. Elle a dit tous les projets. Combien tu as trouvé? 154. Ah ouais, quand même. Bon, tu m'intéresses quand même. Donc, voilà, Nicole est partie vraiment à chercher, détecter toutes les initiatives. Alors bien sûr, vous avez le Trocathlon, vous connaissez tous, mais elle est allée chercher dans toutes les équipes, sachant qu'elle est basée plutôt en Daï dans l'équipe Nabadji, mais elle est allée chercher tout ce qui se faisait chez Decat. Voilà, c'était le point de départ. On s'est dit, on va travailler sur la circularité. Puis est arrivé petit à petit, vous voyez l'intérêt de faire du terrain, c'est qu'après, on se dit, ben, finalement, est-ce que les clients vont accepter ça, quoi? Ça ne sert à rien de s'énerver si en plus on voit qu'on ne va pas accepter de louer son petit maillot de bain ou de le passer à quelqu'un d'autre. Est-ce que tout le monde est prêt à utiliser toutes les stratégies de la circularité? Et donc c'est la deuxième orientation. Et je te laisse nous dévoiler la suite. Donc à partir de cette réflexion, on a commencé à réfléchir comment on peut écouter les clients. Déjà, moi, j'aime bien faire les études qualitatives parce que je pense que ça permet d'ouvrir un peu le champ des visions. Mais une chose que quelquefois, c'est une des difficultés quand on parle aux consommateurs, aux personnes, c'est que les déclaratifs, ce n'est pas tout à fait la même chose que les gens le font dans la vraie vie. Donc, pour attaquer ce sujet, on a décidé de se concentrer sur deux profils quand on parle de l'industrie du sport. Les premiers sont les personnes qui font du sport pour le bien-être physique et mental. Et la deuxième cible, c'était les personnes qui font du sport ou des activités sportives pour le plaisir, mais en famille. Et ce qu'on se disait, c'était que probablement des personnes qui ont des profils différents vont avoir une interaction, un attachement différent aux produits. Et ça va influencer aussi leur engagement à des sujets de circularité et aussi de ce qu'ils sont prêts ou pas à faire quand on parle d'économie circulaire. Donc, ça fait déjà un mois qu'on a lancé des entretiens avec des utilisateurs de produits sportifs aquatiques, parce que bon, moi, je suis basée à Hendaye, donc on s'est focalisé sur ça. Et on a développé des guides d'entretien qui vont essayer de toucher toutes les différentes étapes de la circularité. Donc, on va parler des produits d'occasion, à la réparation, à la location et la fin de vie. Et l'idée, c'est vraiment de laisser que les gens parlent pour trouver où sont leurs freins et leurs motivations pour s'engager ou pas quand on parle d'économie circulaire. Et après ça, l'idée, c'est d'analyser et de trouver quels sont les points communs quand on va analyser par type de profil, peut-être par sport, ou sinon même par la typologie de produit. Je pense que ça va revenir encore, mais avec cette axe de regarder la personne. Parce que moi, je crois vraiment que quand on parle d'économie circulaire, il faut avoir une coopération entre pouvoir public, les entreprises et aussi le consommateur. Parce que ça ne sert à rien si on lance des produits qui, on va dire, ils sont qui sont verts ou quelque chose comme ça, si les personnes ne sont pas prêtes à l'acheter. Déjà, ou à le louer ou à le réparer. Oui, exactement. Mais déjà, par exemple, on voit, il y a des études qui montrent que quand on parle, c'était même une étude sur les produits sportifs, qui montrait qu'entre tous les différents caractéristiques d'un produit, les critères qu'on va dire d'éco-design, ils venaient vraiment en arrière-plan. Ils étaient en seconde place. Donc la fonctionnalité, la qualité et le prix, normalement, c'est le plus important. Et vraiment, après que les gens vont regarder si le produit est recyclé ou pas. Donc,
il faut voir comment on peut essayer d'engager ces clients-là pour faire que les choses avancent. Voilà, et juste pour préciser, le secteur là, ne touche pas que le textile, puisqu'on va toucher tous les produits. Enfin, chez Decathlon, on parle de produits soft pour le textile et hard pour les produits techniques ou mécaniques, j'en sais rien. Et juste voilà, dire aussi qu'on a fait des tests. On essaye de transfuser ça auprès des enseignements. Donc on est venu, Nicole intervient souvent à l'Estia pour faire des workshops avec nos étudiants Estia. On prend la méthode linéaire. La dernière fois, on a pris les pagaies de stand-up et de kayak, on les a démantelés, on les a fait démonter par nos élèves ingénieurs et on leur a demandé voilà, quelles sont les difficultés rencontrées, comment on pourrait redesigner éventuellement des produits plus réparables, plus louables et autres. Voilà, ce genre d'action qu'on mène. On va terminer avec Damien Saumuro, leader de la circularité chez Nabadji, et même plus que ça, non, étendu. Avant, il était juste responsable innovation. Mais vous voyez, c'est intéressant de montrer comment il y a des évolutions de postes, et notamment dans des boîtes comme Decat, où on passe de l'innovation maintenant à la circularité, une version encore plus noble, je trouve. Et donc, on va terminer par Damien, qui va nous présenter sa thèse. Non. Voilà, l'idée, c'est de dire, par rapport au travail de Nicole, donc l'enjeu, c'est de comprendre l'acceptabilité de la circularité. Alors, c'est quoi, selon toi, ta vision de comment ça va être accepté chez Decathlon, chez les clients? Et c'est vrai qu'en discutant avec toi, dans l'axe de Bali 3, on va essayer de dire comment ça va être accepté par tout le monde, par le grand public, comment ça va être compris. Et voilà, selon toi, c'est quoi ta vision, les enjeux qui vont nous amener alors pour la thèse et pour Decathlon et Bali 3 sur ces questions-là? C'est la question la plus simple. Hein. Moi, ça va. Donc ouais, les enjeux sont super importants. On l'a vu dans les premiers travaux de Nicole, il y a beaucoup d'énergie à l'intérieur de l'entreprise. 150 projets menés souvent depuis le terrain, qui sont nés sur le terrain avec des gens qui avaient envie de transformer des choses. Donc il y a de l'énergie. Et par contre, toute cette énergie, il y a besoin de l'organiser et de le faire. Et Charlotte, tu parlais tout à l'heure de décloisonner dans votre entreprise. Je pense que c'est aussi un gros sujet chez nous, parce qu'on a alors notre petite start-up est plus jeune que les autres, mais pendant 45 ans, Decat a travaillé à avoir un geste le plus efficient sur le modèle d'avant, le modèle linéaire. Et aujourd'hui, on a besoin de transformer de ce modèle linéaire en un modèle circulaire. Et c'est difficile parce qu'on a 40 ans d'expérience de régler le moindre petit bout de geste pour que tout soit super efficace. Et on arrive maintenant avec un sujet où on doit transformer tout ça. On doit transformer ces gestes et on est toujours comparé au modèle qui a 45 ans de super fine-tuning. Et donc on arrive avec des trucs un peu plus artisanaux au début, un peu plus brouillons. Et donc on a vraiment ces enjeux de mutation et de transformation. Donc moi j'ai noté 3 grands enjeux dans notre mutation. Une première mutation qui est celle du modèle commercial. On doit transformer nos magasins, transformer la proposition qu'on fait à nos clients. Donc c'est vraiment sur la partie haute, on va dire, du schéma de la circularité. On va discuter de location, d'abonnement, de seconde vie, de réparation. Et donc là, c'est vraiment dans le point de contact entre l'entreprise et nos clients, où on doit proposer une offre, une valeur qui va donner le pouvoir et l'envie à nos clients de rentrer dans ces schémas-là. Il y a un deuxième sujet qui est la mutation du modèle industriel, où on parle de recyclabilité, on parle d'intégration de matière, on parle de relocalisation. Et là, c'est pareil, c'est un modèle qui a, par la mondialisation, qui a généré de l'exportation de nos commerces, de nos productions en tout cas. Et là, on va parler de rapprocher, de réutiliser les matières qu'on a ici sur le territoire, des matières qui sont sur des produits en fin de vie pour pouvoir les recycler et refaire des produits. Donc, nous, on doit exercer une responsabilité sur la fin de vie des produits, sur la fin de vie de ce que l'on propose. Et donc, on a tout un enjeu de restructuration du modèle industriel pour pouvoir capter les matières de ces produits-là et les réintroduire dans les nouvelles productions. Et donc, c'est une grosse mutation du modèle industriel. Et ces mutations, en fait, elles engagent aussi des modèles, des challenges dans nos modèles de conception et de design des produits, où on parle chez nous maintenant de design for life, où on intègre l'intégralité du modèle, donc c'est-à-dire de la grande durabilité pour pouvoir durer longtemps dans des modèles non propriétaires, pour être réparable, pour pouvoir repasser dans la seconde vie, et à terme être upcyclé ou recyclé pour sauver les matières. Donc ces enjeux, ils sont à plein de leviers différents.
dans notre structuration, dans nos modèles d'entreprise, mais si on n'engage pas notre client, si on n'engage pas notre consommateur avec nous dans cette transformation de gestes d'habitude, bah, ça reste un peu pieux. Et donc du coup, ce qu'on fait à travers la thèse de Nicole et ce qu'on fait assez quotidiennement aussi dans plein de tests qu'on mène sur le terrain, c'est d'identifier quels sont les leviers, quels sont les sujets qu'on va pouvoir adresser pour que nos clients nous suivent et pour que nos clients même nous drivent sur les bons sujets. Donc c'est une responsabilité sur la transformation de notre offre, notre proposition de valeur, donc que ce soit l'offre, les valeurs que vont porter nos produits ou les services que nous on va pouvoir associer à ça, et le tout dans un modèle qui doit rester compétitif, parce que vous parliez d'acteurs comme Shine ou autres, qui sont encore sur le modèle très linéaire, et il faut que nous, dans notre proposition de valeur, face à nos clients, face à nos consommateurs, on soit compétitif par rapport à ça. Donc il faut, et les enjeux de nos clients ne sont pas de dire j'ai 3 kg de CO2 en moins sur tel produit, c'est des notions qui ne leur parlent pas, donc il faut qu'on trouve sur quel levier on peut agir pour être compétitif face à l'autre modèle. Merci Damien, merci à tous. Est-ce que on va faire un sondage, est-ce que vous, clients, vous allez faire l'enjeu et le pari de la circularité? Est-ce que vous allez suivre un peu tout ça? Bon, voilà, on voulait vous faire un témoignage à la fois comment on s'y prenait en recherche scientifique, en recherche opérationnelle et industrielle. On ne voulait pas tomber dans le trop complexe. On n'a pas demandé à nos doctorants de nous faire des présentations scientifiques trop complexes. On espère que vous avez à peu près perçu les enjeux et ce qu'on essaye de faire. Ce qu'on peut faire, alors on avait prévu jusqu'à 11h30 et je m'étais dit jamais de la vie on aura le temps pour des questions, et on a réussi à ménager 8 minutes de questions. Donc si vous avez des questions, on va pouvoir les prendre. Juste avant, laissez-moi juste remercier à la fois mes doctorantes qui travaillent avec moi sur ces questions de thèse et que j'ai le plaisir d'encadrer, parce que c'est toujours un bonheur d'encadrer quand on a des super doctorants comme vous. Merci aussi aux partenaires industriels et les encadrants de proximité, parce que si vous ne jouez pas le jeu, c'est un peu plus compliqué, parce que comme l'a dit Clarisse, c'est une pas binationalité, mais une biculturalité. Il faut que les deux cultures s'assemblent, et pour l'instant, je trouve que ça s'assemble super bien. Et merci à tous les intervenants de ces témoignages. Voilà, on voulait vous montrer qu'on pouvait faire de la recherche utile, qui a du sens, qu'elle puisse être appliquée en entreprise et qu'elle puisse être valorisée scientifiquement. Et puis un petit teaser aussi pour ceux qui ne sont pas encore en âge d'atteindre l'immortalité avec le titre de docteur, donc ceux qui sont encore dans les études avant. Vous voyez qu'on peut être ingénieur, designer et transformer le monde de manière positive. Et c'est aussi un petit message que alors voilà, nous on a 1000 étudiants à chaque fois qu'on essaye de sensibiliser là-dessus. Je ne vous cache pas que sur ces 1000 étudiants, l'amphi est souvent moins rempli de jolies demoiselles et jolies dames que vous êtes. Voilà, il y a une proportion là, féminine qui est beaucoup plus importante. Donc faites passer le message qu'on peut devenir ingénieur à l'Estia, ingénieur au féminin, travailler sur des secteurs. Alors si vous voulez faire de l'aéronautique, bien entendu, il y a beaucoup de femmes qui aiment l'aéronautique, mais il y a pas mal de femmes aussi qui aiment le textile et qui ont envie de le transformer. Donc n'hésitez pas à passer le message qu'à l'Estia, il y a des formations, il y a des thèses qu'on peut faire, et que les femmes ont le droit de faire la science, de la recherche, de l'ingénierie. Je dis ça parce que des fois les parents n'encouragent pas, et des fois les professeurs n'encouragent pas, et donc si nous on ne le dit pas, qui le dira? Donc voilà, c'est le petit message, le mot de la fin. Vous avez vu, les doctorantes sont en majorité dans le consortium, ça n'a pas été voulu, elles ont été castées, chassées par les entreprises qui recrutent, mais voilà. Est-ce qu'il y a des questions à poser à nos... Non, j'y vais, ça me fait faire un peu de sport. Merci. Oui, Jean-Pierre Forestier, biophysicien. Mais il y a, je crois que c'est Nicole qui a parlé du broyage et de l'utilisation dans des tapis, ou quelque chose comme ça. Oui. Alors effectivement, il y a un débouché indirect qui est recherché par l'industrie des plastiques, c'est de créer des charges. Au lieu de prendre 100% de plastique, ils essayent d'ajouter jusqu'à 40%. Alors il y a une société turque notamment qui fait des frigidaires, enfin donc des réfrigérateurs,
Frigem, enfin je ne sais plus, donc ils travaillent là-dessus, mais ils sont assez loin des matériaux composites normaux, et or tout ce qui est textile est riche en fibres. Et ce qu'ils utilisent pour l'instant, s'ils essayent, bon, enfin bref, c'est pas très riche en fibres et ça ne donne pas de résultats extraordinaires. Mais est-ce que quelqu'un d'entre vous a essayé, donc d'une manière indirecte, d'être écologiste en diminuant les tonnages de plastique qui sont utilisés? Est-ce qu'il y a des volontaires? Je passerai le micro après, tant que je l'ai Il dans faut la main. broyer, parce qu'à ce moment-là, il suffit de broyer, même un vêtement complet, même s'il y a des boutons, donc voilà. Sans même aller jusqu'en Turquie, il y a des entreprises françaises qui font ça aussi. On connaît Plaxtil du côté de Châtellerault, qui propose aussi d'utiliser du textile en fin de vie en charge dans les plastiques. C'est une super solution. C'est vraiment ce qu'on appelle le downcycling. Oui, parce que là, il y a du volume. Hein. Il y a du volume, mais c'est pas notre sujet est aussi d'aller chercher de la valeur dans la matière. Un des sujets du textile aujourd'hui, on a des impacts environnementaux qui sont très très forts dans la fabrication du textile, dans sa transformation, non pas dans sa phase de confection à la fin, mais vraiment dans la transformation de la fibre en fil et ensuite en tissu et dans sa teinture, qui est très impactante. Je disais que c'était indirect. Oui, mais notre volonté là-dedans est d'aller chercher dans cette récupération de matière des enjeux dans lesquels on va pouvoir sauver beaucoup de valeur dans la matière et la réinjecter là où on va avoir beaucoup de gains en valeur environnementale. Donc la charge, telle que vous l'expliquez, est super intéressante parce que ça évite aussi de prélever du pétrole, de le transformer en plastique. Par contre, on perd aussi beaucoup de valeur dans la matière qu'on a utilisée. Quand on a broyé un textile, quand on l'a mis en poudre, on est incapable de récupérer du textile et du coup de refaire des fils. Et, par exemple, et donc quand on va refaire un textile, parce qu'on aura toujours besoin de s'habiller, on va toujours continuer à s'appuyer sur des matières vierges. Donc l'enjeu pour nous là-dessus, et je vais peut-être passer le message le micro à Petit Bateau aussi, qui travaille beaucoup sur ce sujet-là, mais l'enjeu est d'aller récupérer un maximum de valeur environnementale aussi dans les matières qui sont aujourd'hui des déchets. C'est ce qu'on appelle la boucle fermée, c'est-à-dire de ne pas forcément dégrader les propriétés intrinsèques de la matière et qu'elle se retrouve enfouie ou autre. C'est de retrouver les propriétés. Petit bateau. Moi, j'ai entendu deux questions. La première, c'est oui, on travaille pour réduire la quantité de plastique et de produits, enfin de synthèse dans nos produits. En fait, au travers de l'éco-conception, on essaie de garder la désirabilité de la marque, mais on réduit tout ce qui est matière plastique. C'est-à-dire que maintenant, vous trouverez plus de tulles, vous trouverez plus de produits comme ça, vous trouverez plus de sequins sur nos produits. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un gros travail et des renoncements à faire, mais tout en essayant de conserver la désirabilité de la marque. Donc ça, c'est des choses qui se font, voilà, c'est des décisions en fait qui sont prises, des risques qui sont pris pour pouvoir vraiment se séparer du plastique. Et sur la deuxième question, sur le recyclage, en fait, c'est toujours conservé à l'esprit, comme l'a dit l'équipe de Decathlon, c'est de pouvoir redonner de la valeur à la matière. C'est-à-dire que si à la fin, si on recycle la matière dans un produit qui ne peut plus être recyclé après derrière, eh ben en fait, oui, on a gagné un coup, mais on n'est pas allé au bout en fait. Et donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir justement, dès le départ, dès l'éco-conception, pouvoir travailler sur des matières qui soient recyclables après derrière et qui permettent de conserver la qualité intrinsèque du produit qu'on a. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas détériorer la qualité ni la désirabilité du produit à la fin. C'est très compliqué de faire un fil de coton recyclé parce que on est sur des matières naturelles, on est sur des fibres. Moi, par analogie, je mettrais ça en parallèle avec l'industrie du papier. Hein, c'est-à-dire qu'au début, la première feuille, elle est blanche, elle est de très bonne qualité. Et puis, plus vous allez la recycler, plus vous allez faire du carton. Et si on vous demande d'écrire sur du carton comme sur une feuille de papier blanc, ça ne va pas vous faire la même expérience. Et donc, tout l'enjeu, il est là, c'est de réussir à retravailler ces fibres-là, tout en maintenant la désirabilité et la qualité de la fibre. Et c'est très dur. On va prendre une autre question. Oui, Paul Parnière, Académie des sciences. J'avais une question sur la traçabilité. Par analogie à ce que j'ai vécu, moi, dans l'industrie automobile dans le passé,
Est-ce que pour les fournisseurs en particulier de matières ou de procédés que vous avez en Asie, vous arrivez à identifier sérieusement tous les paramètres de manière fiable? Parce que dans l'industrie automobile, pour donner une sorte de carte sur l'histoire du produit, ça a été extrêmement compliqué malgré la puissance des firmes. Donc je pense que, et dans le textile, on pourra dire la traçabilité, elle est correcte dû au fait que toutes les informations amont, en particulier viennent de loin, ont pu être validées. Faut appuyer? Oui. Alors pour vous répondre, oui, l'industrie est très en avance par rapport à l'industrie du textile. Depuis, je crois, avant les années 2000, il y a des systèmes d'identification de toutes les pièces d'une voiture et aussi, par conséquent, de toute la traçabilité de fabrication. Oui, mais juste un point, c'est que moi j'ai été responsable des achats pour Renault-Nissan, on a eu du mal, par exemple, sur certains fournisseurs, par exemple sur l'acier, on n'arrivait pas à savoir correctement quel était le processus qui avait conduit à la fabrication de la tôle dans certaines usines chinoises. Et à la longue, ça s'est révélé extrêmement négatif. C'est-à-dire que c'était des produits qui étaient, je dirais, très difficilement identifiables dans la durée. Donc, je veux dire, est-ce que... Vous voyez, oui. Je comprends. Alors le problème aujourd'hui dans l'industrie textile, c'est que majoritairement les marques ne fabriquent plus. Il y a encore des exceptions, hein. Là on en a autour de nous, mais beaucoup de marques achètent en produits finis et font confiance à leur fabricant qui est le confectionneur, assembleur, voilà, et ne connaissent pas toutes les étapes de fabrication précédentes de tous les composants, toutes les matières et tous les composants. Après, on va de plus en plus vers connaître et tracer de mieux en mieux pour pouvoir évaluer notamment les impacts environnementaux. On a besoin de savoir quels process de teinture ont été utilisés, d'où viennent les matières et de tracer jusqu'à l'origine des matières brutes, notamment pour des problèmes d'approvisionnement. Là aujourd'hui, on parle beaucoup du coton ouïghour, ça pourrait être le cas pour d'autres matières. Donc c'est en train de s'améliorer, mais on ne peut pas dire que ce soit normé aujourd'hui. En tout cas, c'est tout l'enjeu du travail de Panchika, puisque même on peut aller jusqu'à tracer l'éleveur qui a produit le mouton pour faire la laine. Est-ce qu'il a mangé du pâturage vert ou, Oui, pour Tricolore, pour le projet sur la laine française. C'est vers là où on veut tendre. Alors, par contre, merci M. Parnière de la question, parce que vous voyez aussi l'intérêt de travailler avec une école d'ingénieurs, c'est que ce genre de questions qui s'est posé dans l'industrie automobile ou aéronautique se pose maintenant. Il y a des mutations, on a oublié de le dire, mais par exemple des mutations du passage du 2D au 3D qui a été fait en CAO 3D pour l'industrie se pose maintenant dans le textile. C'est d'où l'intérêt. En fait, c'est comme ça qu'on a compris et qu'on voit maintenant notre rôle d'école d'ingénieur dans ces aventures-là. Est-ce qu'il y avait un complément de Gauthier peut-être ? Je me permets de réagir parce qu'en fait, vous avez mis le doigt sur exactement la situation dans laquelle on se trouve. C'est la matière et c'est la meilleure connaissance de la matière. Nous, dans la chaussure, c'est exactement le cas de figure. Je vais prendre l'exemple des semelles. La semelle, on challenge aujourd'hui nos fournisseurs sur du prix, on challenge sur de la qualité, donc sur un niveau d'abrasion, flexion, sur un niveau de dureté. Et on a besoin de connaître la formulation aujourd'hui. Et là, c'est du secret industriel, et c'est vraiment un levier sur le recyclage. On a fait une étude qui était cofinancée par eFashion sur une analyse d'impact justement issue des premiers procédés qui avaient été faits sur le démantèlement avec l'outil Setia, et allant jusqu'auprès de nos fournisseurs pour voir quel était le pourcentage de matière qui avait été démantelée qu'on était capable de remettre. Et en fait, on voit que la réponse, elle est donnée par la durabilité, en fait, et que ce seuil, en fait, il va être régi par la durabilité qu'on va pouvoir mettre sur la future matière. Donc finalement, c'est clé, ce que vous dites. Voilà, ça avance pas, mais...